Bonsoir à tous, bienvenue dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption pour cette 4e conférence de l'été, la dernière du mois de juillet. Et après le général Gallet des pompiers de Paris la semaine dernière, ce soir nous avons la joie d'accueillir Aude Dugas, une autre Vendéenne de Beauvoir-sur-Mer, dont les parents habitent à Beauvoir, qui est la postulatrice donc de la cause de béatification du professeur Jérôme Lejeune. Elle a pour cela écrit 2 livres. Qui seront à votre disposition au fond de la cathédrale tout à l'heure à la fin de la conférence. Donc Aude, je l'ai bien connue à Rome, puisqu'elle est tout un temps à Rome pour travailler cette cause de béatification du professeur Jérôme Lejeune. Il a été déclaré vénérable il y a quelques années, elle va nous en dire. L'année dernière, encore plus récent que je pensais, l'année dernière, et donc Aude a accepté, j'espérais l'avoir l'année dernière, c'est pas possible. Donc cette année, elle est là pour vous, pour donc nous parler de professeur Jérôme Lejeune, grande figure de scientifique, de médecin, de chrétien. Et donc elle va nous en parler. Donc, comme d'habitude, elle va, comme pour toutes les autres conférences, d'abord présenter, faire sa conférence. Il y aura un temps de questions-réponses, très libre. Et puis ensuite, nous terminerons par un temps de prière et un temps d'information. Voilà. Donc je laisse la parole à Aude, si tu veux bien avancer. Merci, Père Alexandre. Effectivement, j'ai rencontré, vous avez dit comment Place Saint-Pierre, pour l'année de la foi, à la fin d'une messe avec le peuple d'Oissèze. Tout d'un coup, je vois flotter un grand drapeau vendéen, Place Saint-Pierre. Je dis, oh, parce que je vais aller voir qui a ce drapeau. Et donc, au pied du drapeau, il y avait Alexandre, qui n'était pas encore prêtre, séminariste. Voilà. Et du coup, évidemment, on a tout de suite sympathisé. Quand 2 Vendéens se trouvent à Rome, forcément, on peut devenir amis. En tout cas, merci pour votre accueil ce soir. Et donc, comme vous l'avez dit, mon père, je vais vous parler de Jérôme Lejeune, que vous connaissez sans doute de nom, peut-être même plus que de nom. Qui parmi vous l'a rencontré, professeur Lejeune? Voilà, c'est ça, c'est toujours très gênant. Donc, je vais vous demander de venir faire une conférence. La conférence à ma place, comme ça sera beaucoup plus simple. J'en vois même qui l'ont connu très bien, parce qu'ils ont même travaillé avec lui. Donc, c'est encore plus gênant pour moi. Voilà. Et voilà, donc du coup j'ai la chance de travailler sur sa cause de canonisation depuis 2007, donc ça fait 15 ans maintenant, et je travaille à la Fondation Jérôme Lejeune depuis 1999, donc 23 ans. Donc je connais un tout petit peu le sujet, même si moi je n'ai jamais rencontré Jérôme Lejeune, donc c'est pour ça que je suis toujours intimidée quand je vois des personnes qui l'ont connu. Et du coup, pour vous parler de Jérôme Lejeune, en fait, ce qui m'intéresse dans sa vie, enfin, ce que je vais essayer de vous transmettre, c'est de voir comment sa sainteté, en fait, l'a rendu heureux. Comment la sainteté est un chemin de bonheur et comment la sainteté est accessible à tout le monde, et pour tout le monde. Parce que Jérôme Lejeune n'est pas né saint. Ça, c'est une bonne première nouvelle pour nous, je trouve, en tout cas pour moi. C'est que je me dis, mais donc tout est possible. Il n'est pas né saint, il est devenu saint. Et comment est-il devenu saint? C'est ce que je vous invite à voir ce soir. Donc en fait, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, Jérôme Lejeune est né en 1926, il est mort en 1994. Donc il n'y a pas très longtemps pour nous, pour les plus jeunes d'entre vous, ça paraît très vieux, mais ça pourrait être votre grand-père. Voilà. Et c'était un grand médecin, un grand généticien. Voilà, je n'en dis pas plus pour ceux qui ne connaissent pas du tout, mais déjà pour vous situer un petit peu. On va parler d'un grand médecin et d'un grand scientifique. Donc, Jérôme Lejeune, né en 1926, il a eu 18 ans à la fin de la guerre, à la Libération, et depuis sa tendre enfance, il avait envie d'être médecin. Cette vocation de médecin était née très tôt, et du coup, dès la fin de la guerre, il fourche son vélo, ils habitaient à Étampes, et il part pour Paris, où il va suivre ses cours de médecine. Alors voilà, c'est juste après la guerre, les routes sont défoncées, donc c'est quand même, voilà, étant Paris, c'est pas tout près, c'est moins 50 km, donc il fait ça tous les jours, il rentrait le soir chez lui. Et puis,
c'est vraiment un jeune étudiant comme les autres. Je pense que si Jérôme Lejeune était mort à 20 ans, on n'aurait pas ouvert de cause de canonisation. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant, parce que c'était un jeune homme pieux. Alors maintenant, peut-être qu'il paraîtrait très pieux. À l'époque, il était pieux normalement, si j'ose dire. Et en fait, il était né dans une famille vraiment catholique, vraiment pieuse. Il disait la prière en famille, ensemble, tous les soirs. Son frère disait, pour nous, c'était aussi évident d'être catholique que d'être français. Catholique romain que d'être français, c'était une question qui se posait pas, comme on l'était. On avait une foi simple et qui grandissait au diapason de leur maturité, de leur développement intellectuel. Voilà, donc ça nous cadre un peu la foi simple de Jérôme Lejeune qu'il n'a jamais remis en cause et qui a continué à se développer avec sa vie. Et puis donc il suit ses études, il est un jeune homme gay qui a beaucoup joué au théâtre avec son frère, il montait des belles pièces de théâtre. Il partait avec une petite carriole, vous savez, tiré par le vélo, et il faisait toute la région des temples, et il se faisait des pièces de théâtre le soir dans les villages et dans les villes, voilà, avec un succès certain. Et puis, il passe l'externat de médecine une année avant ses autres camarades. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous allez voir, le bon Dieu a beaucoup d'humour, en fait. On va voir ça dans la vie de Jérôme Lejeune. Et en fait, il passe l'externat un an après ses camarades, parce que ses parents ont été complètement, ont tout perdu avec la guerre. De toute façon, tout le monde a perdu, mais eux particulièrement parce que son père avait accepté à contre-cœur, bien malgré lui, mais par sens du devoir, de reprendre la mairie d'Étampes, dont la municipalité, le maire avait fui avec l'occupation allemande, et donc la municipalité à l'époque était communiste, ils avaient tous fui, et donc les gens étaient venus voir Pierre Lejeune, le père de Jérôme Lejeune, en lui disant venez prendre la mairie, venez, comme maire, on a besoin de quelqu'un. Et lui qui détestait tout ce qui était politique, se mettre en avant, je pense que le père de Jérôme Lejeune était lui-même un saint. Et je pense qu'une cause de canonisation sur son père aurait sans doute des chances d'aboutir d'ailleurs. Parce que vraiment, il a laissé des écrits, un journal absolument incroyable. Et donc Pierre, par sens du devoir, a accepté et il est devenu maire d'Étampes. Et que vous savez qu'à la Libération, beaucoup de ces maires ont été emprisonnés, condamnés sans être jugés, puisqu'on considérait qu'ils avaient été des collaborateurs, puisqu'ils avaient été en situation de responsabilité pendant la guerre. Ce qui n'était évidemment pas le cas de Pierre, qui par ailleurs avait caché des juifs, etc. Mais il était condamné, mis en prison au silence, c'est-à-dire que sa femme et ses enfants ne savaient pas où il était, donc c'était une grosse épreuve pour la famille. Et donc tous leurs biens ont été pris. Et donc quand son père est libéré, il est cassé, il est quand même brisé par cette épreuve, il n'a même plus la force physique de travailler. Et donc Jérôme veut passer l'externat pour pouvoir, c'est comme l'internat aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il est pris, il peut déjà travailler à l'hôpital et gagner un petit salaire qui déjà permettait d'aider la famille. Donc il passe ça un an avant les autres et puis il le rate cette épreuve. Alors il le passe l'année d'après, une deuxième année, et il le rate une deuxième fois parce qu'il n'a pas le temps de finir les épreuves. Et il lui reste une troisième chance, la troisième année, et donc il part évidemment avec un petit peu d'émotion. Et en fait, Jérôme Lejeune, comme beaucoup de scientifiques, vous voyez, un petit peu la tête dans les nuages, et il prend le métro dans le mauvais sens. Et quand il s'en rend compte, évidemment, il saute dans le métro, et il arrive, et la porte de la maison des examens est fermée. Donc il ne peut pas passer l'examen, et il rate l'examen. Il rate l'externat. Ça veut dire que sa carrière universitaire est finie. Il ne pourra jamais exercer à l'université et à l'hôpital public. Alors, je raconte toujours ça en conférence pour détendre un petit peu les parents, vous savez, au moment de Parcoursup, des choix, si un jour votre enfant ou vos petits-enfants ratent leur examen parce qu'ils ont pris le métro dans le mauvais sens, ne vous dites pas que sa vie est fichue. C'est peut-être au contraire ce que le Seigneur finalement a permis pour permettre autre chose. Je pense que si Jérôme Lejeune avait eu l'externat à ce moment-là, je ne suis pas sûre que je serais aujourd'hui ici à faire une conférence sur lui, parce que sa vie aurait été absolument différente. Comme vous allez le voir. Voilà, donc ça n'empêche pas d'être médecin, donc il continue ses études de médecine et il obtient son doctorat en médecine. Et donc là, nous sommes en 1952, 51-52. Il était faire son service militaire en Allemagne, il revient. Et il se trouve que
il a rencontré une jolie jeune fille danoise qui s'appelle Birte Brigstad. Alors quand je vous dis une jolie jeune fille danoise, évidemment vous imaginez une grande femme, blonde, aux yeux bleus. Eh bien pas du tout. Madame Jeune, c'est exactement le contraire, parce qu'en fait, elle était d'origine esquimaude. Donc c'est plutôt des petites brunes avec des yeux en amande, des pommettes un peu hautes, coiffées comme elle disait elle-même, comme une boîte de coco, avec trois petits cheveux, et puis surtout, elle a toujours gardé cet accent très fort avec, voilà, quand vous verrez dans la conférence dont je vous parlerai d'elle, spontanément, maintenant je prends son accent. Donc à la Fondation de Jeune, quand on parle de Madame Jeune, on parle toujours avec son accent, parce que c'est resté comme ça. Et donc, Jérôme rencontre cette jeune femme, et en fait, c'est un coup de foudre immédiat. Alors, quand on disait à la future Madame Jeune, quand on disait, mais alors après, comment vous êtes rencontrés? Mais en fait, je n'avais pas de crayon ce jour-là, et je n'avais plus d'encre dans mon crayon, alors que je lui ai demandé s'il pouvait me prêter son crayon. Alors, Jérôme lui a prêté son crayon, et puis on me dit comment ça s'est passé. Ben, après, on était prendre un café ensemble, et puis un deuxième café, et puis voilà, les choses ont avancé. Donc, coup de foudre immédiat. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un couple qu'on a appelé ensuite un couple providentiel. Et Dieu sait qu'ils étaient différents, vraiment très différents. Jérôme Jeune était d'une famille bourgeoise, française, très catholique, très cultivée. Pendant la guerre, pendant un an, il n'a pas pu aller à l'école à cause des bombardements qui étaient trop dangereux. Et du coup, son père a dit à ses trois fils, eh bien voilà, on n'ira pas à l'école, par contre vous allez pouvoir lire toute ma bibliothèque. Donc à 17 ans, Jérôme Jeune avait lu tous les classiques grecs, latins, dans le texte évidemment, français. Voilà, donc une culture très intéressante, très importante, qui nourrira sa pensée toute sa vie. Madame Jeune, c'est pas du tout ça, la future Madame Jeune. Elle est danoise, d'origine esquimaude, c'est-à-dire d'un milieu très simple, fille unique. Elle n'a pas beaucoup connu son père, c'est une façon délicate de dire que son père était sans doute parti assez tôt. Famille protestante, parlant très mal le français. Quand on lit les premières lettres leur lettre de fiançailles, il faut le lire en phonétique en fait. Il faut lire à haute voix pour comprendre ce qu'elle dit. Donc vous voyez, d'un côté Jérôme Jeune et de l'autre voilà. Donc évidemment pour Jérôme, il y a quand même beaucoup de choses à accepter, très différentes de lui. Et en même temps, il a su trouver en elle, il a su rencontrer en elle celle qui deviendrait l'épouse extraordinaire qui non seulement l'a épaulée, mais avec qui il a vraiment accompli toute l'œuvre extraordinaire qu'il a accompli, ou qu'ils ont accompli. Voilà, donc il décide de se marier très vite en 52. Et là, Jérôme vient de sortir de l'université et donc il retourne à un travail. Mais vous vous rappelez, il n'a pas eu l'externat, donc pas de carrière universitaire. Or, il se trouve qu'il avait fait un stage chez un professeur, un pédiatre très connu qui s'appelle le professeur Turpin, qui était à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et Turpin l'a repéré comme un jeune stagiaire très talentueux. Et du coup, Turpin lui dit, bah, écoutez, si vous voulez, moi je vous prends dans mon service. Vous voyez là, dans mon service, il y a ces enfants là qu'on appelle mongoliens, comme on disait à l'époque. Il y a ces mongoliens qui sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, on sait encore moins ce qu'on peut faire pour eux. Si ça vous intéresse, bah, ils sont là. Voilà. Vous devenez leur médecin et puis vous cherchez pourquoi ils sont comme ça. Et Jérôme Jeune est bouleversé par cette rencontre avec toutes ces passions qu'on appelait mongoliens. Il écrit ce soir-là une lettre à sa fiancée qui est partie au Danemark pour préparer son mariage qui a lieu une semaine plus tard. Donc là, vous voyez, nous sommes en avril 1952. Donc Birte est au Danemark, préparer le mariage qui sera très simple. Et ça, c'est une chose sur laquelle je fais des conférences pour des jeunes couples, parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur leur couple, notamment sur le rôle de la femme, le rôle de Madame Jeune dans ce couple. Et en fait, ils étaient très, très pauvres. Jérôme Jeune était très pauvre, il était étudiant après la guerre, il n'avait pas un sou en poche. Et donc, pour préparer leur vie future ensemble, il a récupéré un vieil appartement de ses parents au cœur de Paris. Alors maintenant, c'est des maisons qui près Notre-Dame qui nous font rêver, sauf que c'est une maison qui date du XVe siècle, donc à l'époque, ça ne faisait pas du tout rêver. C'était complètement insalubre, tout sombre, humide, et c'était frappé d'aliments, ça devait être rasé. C'est Malraux qui a dit non, des maisons du XVe siècle, on ne les rase pas, on en garde quelques-uns. C'est comme ça qu'ils ont pu s'installer là.
Il n'y avait évidemment pas l'eau courante, donc c'est Jérôme qui installe l'eau courante, qui fait tous les travaux, et ils ont une petite pièce avec, au rez-de-chaussée de la maison, qui est séparée en petits appartements. Il y a des ouvriers à chaque petit appartement. Enfin, l'appartement, en fait, il faut comprendre, c'est une pièce avec un water et un lavabo sur le palier commun aux deux appartements. Et là, on est dans les années 50, donc c'est vraiment très simple, très sobre. Et c'est le petit appartement que Jérôme propose à Birth, et dans lequel il fait tous les travaux. Et il écrit à sa femme, à sa fiancée, pardon, en lui disant: écoute, j'ai pu acheter mon billet de train, j'ai pu acheter mon costume, ma veste pour le mariage, j'ai encore pas acheté les chaussures parce que je n'ai pas encore assez d'argent pour acheter les chaussures du mariage, j'attends les soldes et pour pouvoir trouver une paire de chaussures avec les quelques sous qui me restent. Donc vraiment, ils partent dans la vie avec rien. Et puis donc il va rencontrer ses enfants mongoliens et Madame Jeanne donc, est au Danemark, préparer ce mariage où il y aura 6 personnes, donc évidemment les 2 mariés et puis 2 témoins chacun. Donc très simple, mariage très simple. Et je vous lis la lettre que Jérôme lui envoie donc une semaine avant ce mariage. Ma pauvre chérie, tu n'as pas choisi un milliardaire et nos débuts seront durs. Je sais pourtant maintenant que tout sera possible, car je sais pouvoir compter sur ton courage et sur la protection de Dieu, puisque ce que nous faisons est bien. Turpin me propose un travail d'1 ou 2 ans sur les Mongoliens. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose à trouver et qu'il est peut-être possible d'améliorer la vie de milliers d'êtres si nous arrivons à trouver pourquoi ils sont assis. C'est un but passionnant qui nous demandera de grands sacrifices, ma chérie. Mais si tu es d'accord pour accepter une vie assez précaire, mais juste et saine, basée sur cet espoir-là, je suis sûre que nous y arriverons. Je dis nous, car c'est seulement si toi aussi tu marches, si tu m'aides, que j'arriverai à quelque chose. Une semaine avant un mariage. Et en fait, ça m'émeut toujours, parce que je me dis, on n'en est pas à savoir ce qu'on va mettre sur le buffet, comment sont les enfants d'honneur, etc. Voilà, vraiment. Et en fait, la semaine d'après, quand Birth dit oui à Jérôme, elle dit oui à ce projet de vie, à cette mission, à cette œuvre commune qu'il se donne. Et ce oui de Birth va durer jusqu'à sa vie, jusqu'à sa mort, il y a 2 ans. Elle est morte en 2020, donc elle est morte 20 ans après son mari, pratiquement 18 ans après. Et elle aura continué cette œuvre vraiment jusqu'après la mort de son mari. Un oui qui porte un fruit infini, comme on verra à la fin. Et donc c'est grâce à l'amour de sa femme et à la force de sa femme que Jérôme va pouvoir s'engager en fait dans cette vocation, dans cette mission magnifique qui est la sienne. Alors, il commence tout de suite à travailler et Sciences Po pour l'histoire, vous voyez, on est en 1952, 53, et en fait Jérôme Lejeune, comme tous les généticiens de l'époque, puisqu'il passe ses certificats de génétique, en fait sont très intéressés, bien sûr, on est après la guerre, sont très intéressés par les effets d'Hiroshima et Nagasaki. Voilà. Quels sont les effets génétiques sur les personnes et puis sur la descendance des personnes irradiées. Donc Jérôme écrit beaucoup sur le sujet et devient expert pour l'OMS sur les radiations ionisantes, voilà, sur les effets atomiques, sur les effets des radiations atomiques. Et donc un expert mondial reconnu sur ce sujet-là. Et en parallèle, il commence à chercher la cause du mongolisme. Pourquoi ces enfants sont comme ça? Alors il ne part pas de rien. Turpin avait déjà établi quelques hypothèses. Il y avait tellement d'hypothèses, c'était beaucoup de chercheurs avant la guerre, avant de commencer à travailler sur le sujet. Puis depuis la guerre, tout s'était arrêté. Et donc il y a tellement d'hypothèses qu'il faut en fait reprendre à zéro. Donc le jeune s'y remet et puis il publie une vingtaine d'articles sur le sujet. Et puis à force d'observer, etc., d'analyser, notamment, vous savez, les enfants trisomiques, comme on dit maintenant, ont des plis de la main, des plis palmaires différents. Et donc, en observant ça, c'est que les plis palmaires, en fait, sont réalisés dès la première cellule embryonnaire, dès la conception. En fait. Donc, cette observation, plus d'autres, lui permettent de conclure que, en fait, la survenue du mongolisme arrive dès la conception, donc très tôt au cours de la grossesse, tout premier moment de la grossesse. Donc, il publie sur ces différents sujets, et puis à un moment, il se dit que ça doit être sur les chromosomes. Mais en 54-55, on n'a pas encore les moyens de compter les chromosomes.
seulement en 1956 que Chio et Lehmann, donc deux grands chercheurs qui ont pris le Nobel, arrivent à prouver que l'être humain a 46 chromosomes. Alors maintenant, on apprend ça pratiquement au primaire, mais bon, vous voyez, en 1956, c'est quand même très récent. Et donc, Jérôme se dit, voilà, formidable, il faut qu'on aille voir du côté des chromosomes. Et à ce moment-là, arrive dans le laboratoire du professeur Turpin une jeune médecin cardiologue qui revient des États-Unis avec une technique qu'elle a appris aux États-Unis, une technique de cultiver les cellules et faire éclater les chromosomes pour pouvoir les lire et les compter. Donc, ils améliorent cette technique pendant 2 ans, parce que nous, ça nous paraît comme ça très bien, très simple. En fait, c'est très compliqué. C'est aussi compliqué que si je vous servais, vous voyez, une grosse gamelle de soupe, de vermicelle, et je vous disais maintenant compter les vermicelles. Donc c'est compliqué. Donc il fallait trouver un moyen de faire ressortir les vermicelles sur un fond de couleur pour pouvoir compter les vermicelles. Donc il met ça au point pendant 2 ans. Et en 57, 58, il arrive à. Il prend donc, les cellules d'un enfant mongolien. Puis il prend ce nombre de chromosomes et il voit qu'il y aurait 47 chromosomes. Je dis il y aurait parce qu'il est très étonné. Il se dit 47, mais comment est-ce possible? Quand vous pensez à quelqu'un qui a un handicap mental, vous vous dites plutôt c'est un chromosome en moins. Mais on imagine quelque chose en moins, pas quelque chose en plus. Donc il est très étonné. Et il s'envole pour les États-Unis. Pendant 3 mois, il est invité à donner un stage, un cours de génétique en Californie, dans le service du professeur Biddle, qui va recevoir le prix Nobel quand je me jeûnais là-bas, qui est vraiment au meilleur niveau. C'est pour montrer que Jérôme Lejeune est déjà identifié comme un des meilleurs généticiens de France, ce qui a été confirmé par d'autres Américains qui faisaient le tour d'Europe. Vous savez, il faut un laboratoire dans chaque pays d'Europe, et c'est Jérôme Lejeune qu'on va voir, alors qu'il était encore tout jeune. Et puis quand il revient en novembre, décembre 58, il reteste, il refait 2 cariotypes, 2 études de chromosomes d'enfants mongoliens, et à nouveau, les 2 nouveaux cas montrent qu'il y a 47 chromosomes. Donc là, il se dit, bon, c'est ça. Parce qu'il se demandait aussi si c'était pas un chromosome et qu'il s'était coupé en 2. Donc on était à 46, puis un s'était cassé, et donc on en compte 47. Mais bon, 3 cas, il se dit, non, là, il y a quelque chose. Et c'est comme ça qu'avec le professeur Turpin, il arrive à convaincre Turpin de publier cette. Alors il ne parle pas encore de découverte, c'est très prudent, mais cette observation. Turpin a un petit peu peur parce qu'il se dit oui, enfin si c'est pas ça, on aura l'air ridicule. Mais en même temps, il se dit oui, enfin si c'est ça, on va se faire piquer la vedette par d'autres. Alors voilà. Donc dans le doute, il accepte. Et le jeune, dans son journal, on voit qu'il écrit, il dit je comprends que Turpin ait des hésitations, parce que lui, il a pas compté, mais moi j'ai compté, recompté, et je sais bien ce que j'ai compté, donc je suis sûre que c'est 47. Et c'est comme ça la fameuse découverte de ce qu'on va désormais, ce que Jérôme Lejeune demande, qu'on appelle la trisomie 21. Donc vous comprenez, trisomie, ça veut dire 3 chromosomes sur la paire 21. On a 22 paires sur la 21e paire. C'est-à-dire les chromosomes le plus petits. Alors il peut y avoir des trisomies sur toutes les paires, sauf que comme les autres chromosomes sont plus grands, eh bien, un chromosome en plus dans les millions de cellules, si le chromosome est trop grand, ça dérègle trop l'organisme et donc l'enfant n'est plus viable. Comme c'est le chromosome 21 qui est petit, c'est compatible avec la vie. Voilà. Il y a des dysfonctionnements, mais ça n'empêche pas de vivre. C'est pour ça qu'on voit plus de personnes trisomiques 21 que des autres types de trisomie qui, quand ça se produit, souvent meurent in utero ou très vite après la naissance. Et donc c'est une révolution médicale, révolution génétique, parce que c'est la première maladie découverte d'origine chromosomique. C'est la première fois qu'on établit l'origine chromosomique d'une maladie. Donc ça ouvre la voie de la cytogénétique, donc l'étude des chromosomes, et la voie de la génétique moderne. Et à partir de là, Jérôme Lejeune, qui est déjà identifié comme un généticien de très grande valeur, alors là, toute sa carrière s'envole littéralement, et dans le monde entier, on va lui demander de venir faire des conférences, donner des cours, et puis surtout, on va essayer de se l'approprier et de le faire venir dans son pays. Et notamment les Américains, qui sont toujours très doués à ce jeu-là, le font venir aux États-Unis pour faire des congrès, etc. Et un jour, Jérôme raconte ça dans une lettre à sa femme, il lui dit, oh là là,
continue la recherche dans le laboratoire où il est. Et puis voilà, il aime la France, il a reçu la France, il veut donner à la France. Voilà. Donc il refuse l'offre américaine. Et les Américains, évidemment, montent la mise, vous savez comment ils font. Et Jérôme Lejeune continue de refuser. Mais la France commence à avoir peur. Elle se dit, oh là là, mais il va finir par partir. Il propose une telle carrière aux États-Unis, il va finir par partir. Alors, du coup, l'université française se met sur les rangs, se dit forcément qu'on le retienne, et l'Académie de médecine, l'Académie des sciences se réunissent et se disent, il faut absolument qu'on crée une chaire de génétique fondamentale et qu'on la propose à Jérôme Lejeune comme premier président de la chaire. Aussitôt dit, aussitôt voté, à l'unanimité, et aussitôt fait, proposé à Jérôme Lejeune. Ah mais c'est qu'il y a un petit problème, dont je vous ai parlé au début, c'est qu'il n'a pas passé l'externat, donc pas de carrière universitaire. Pensez-vous, professeur de la première chaire de génétique fondamentale? Impossible. Comment faire? Alors c'est un ami de Jérôme, Jacques Lafourcade, qui travaillait avec lui dans le même labo, qui cherche comment trouver, et en fait, il arrive, il trouve un document, un décret datant de Napoléon, disant quand un médecin a fait une grande découverte, on peut le nommer professeur, même s'il n'avait pas les titres universitaires suffisants. Donc ce décret aura servi 2 fois. Une fois du temps de Napoléon et une fois pour Jérôme Lejeune. Vous voyez, je vous dis quand même, le bon Dieu a beaucoup d'humour. Quand il veut quelque chose, il arrive toujours à trouver les moyens. Et c'est comme ça que Jérôme devient premier professeur de la chaire de génétique fondamentale en France. Et puis, il est nommé doyen de la faculté, alors un peu plus tard, en 68, doyen de la faculté de médecine de France. Il crée le premier certificat de génétique, le premier certificat de cytogénétique. Alors aujourd'hui, ça paraît étonnant, mais là, on est dans les années 60, oui, 60, 65. Donc c'est quand même très récent, c'est très récent. À l'époque, la génétique faisait encore partie de la pédiatrie. Donc c'est Jérôme Lejeune qui a fait en sorte que la génétique devienne vraiment une discipline à part entière. Donc en fait, son œuvre est immense. C'est lui donc qui développe tous ces premiers cours de génétique, cytogénétique. Et on peut dire que tous les généticiens de France pendant 30 ans, moi je dis 30 ans, c'était 25 ou 35, mais ont été des élèves de Jérôme Lejeune. Voilà, donc en France et dans le monde entier, sa carrière est très, très brillante, j'y reviendrai. Mais le plus important, ça n'est évidemment pas ça, le plus important, ce sont ses petits patients. Et il faut voir aussi que la révolution de cette découverte a été scientifique, mais elle a surtout été humaine. Et là, on va se plonger vraiment dans le quotidien de Jérôme, qui était vraiment le cœur de son activité, c'était ses petits patients. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette découverte? On l'a vu dans la lettre à sa fiancée, c'était vraiment pour venir en aide à tous ces enfants mongoliens qui étaient abandonnés, en fait, déshérités de la recherche, déshérités de la science. Et donc Jérôme les reçoit tous les matins en consultation, et l'après-midi, il essaie de chercher, non plus pourquoi ils sont comme ça, ce qu'il a trouvé, mais comment les guérir de cette affection. Et du coup, il les reçoit en consultation. Et là, il faut, et peut-être parmi vous, hein, vous avez connu ça dans vos familles ou dans vos proches. Et moi, j'ai été très touchée quand même d'entendre ces témoignages de personnes que j'ai rencontrées, de voir quel était le regard qui était posé sur les personnes mongoliennes. Je dis volontairement le mot mongolien parce que ça symbolise ce regard qui était porté sur ces personnes. C'est-à-dire qu'on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas d'où ça venait. Donc la seule explication pseudo-scientifique qui datait du 19e siècle, alors tenez-vous bien, c'est une explication je pense plus raciste que ça n'existe pas, c'était de dire en fait, pendant la grossesse, le fœtus passe par toutes les races, de la race la plus inférieure pour finir par la race la meilleure, évidemment, la plus appropriée, qui est la race blanche. Et donc quand il naît, il est blanc. Mais parfois, le développement s'est arrêté au milieu, et donc le pauvre enfant naît à une race intermédiaire, qui est la race des Mongols. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle mongolien. Vous voyez un peu l'explication. Genre raciste, je pense qu'on a difficilement pire, mieux, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Alors évidemment, du temps de Jérôme Lejeune, on sait que c'était pas ça la vraie raison, mais on n'en avait pas trouvé la vraie raison. Et si c'était plus ce qui était véhiculé, le regard sur ces enfants n'avait pas changé. C'était toujours un regard en fait accusateur, notamment sur les parents. On disait, s'ils ont un enfant comme ça, c'est qu'ils l'ont bien cherché. C'est le fruit du péché. C'est parce qu'ils sont mal tenus.
vous aviez un enfant mongolien, les filles, les sœurs ne pourraient pas se marier. On n'épousait pas la sœur d'un mongolien parce qu'elle aurait forcément des enfants mongoliens. C'est génétique, voire c'est contagieux, on ne sait pas. Ma maman me disait que quand elle était petite, on disait qu'il faut changer de trottoir, c'était contagieux, on ne sait pas. Dans les familles les plus catholiques d'ailleurs. Voilà. Donc en fait, c'était vraiment, les familles étaient ostracisées. Et Jérôme, en montrant que ça n'avait évidemment rien à voir avec tout ça, en disant non, c'est parce qu'il y a un chromosome en plus, et c'est le hasard, c'est une aberration chromosomique, c'est pas la faute du père, c'est pas la faute de la mère, c'est évidemment pas une punition de Dieu. Ça libérait les parents, la famille, de ce regard de la société, de ce regard accusateur sur eux. Donc c'était une renaissance pour les parents. Et puis en plus, les parents avaient trouvé un médecin, enfin, en fait, qui avait, il sentait bien, qui avait donné sa vie, dévoué, s'était dévoué, allait se dévouer corps et âme pour leurs enfants. Ils n'étaient plus tout seuls. Et donc, évidemment, tous ses parents affluaient à la consultation de Jérôme Lejeune. Et puis, comme il était devenu professeur de génétique, on avait créé pour lui un service spécial à l'hôpital Necker, enfants malades à Paris. Et donc, où les gens affluaient de partout, de toute la France et aussi de beaucoup de pays d'Europe. Jérôme Lejeune a reçu plus de 10 000 patients en consultation. On dit qu'il connaissait chacun par son nom. Et puis, il a traité au moins 30 000 dossiers qui lui étaient envoyés du monde entier pour avoir son avis, son expertise. Et alors, il y avait au moment de la consultation, je crois, quelque chose qui se jouait de tout à fait particulier et qui est important pour le sujet qui nous occupe. Parce que vous allez me dire, oui, c'est un bon médecin, mais bon, il y a beaucoup de bons médecins, ce qui est vrai, et beaucoup de bons médecins qui aiment leurs patients, évidemment. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose de particulier chez Jérôme Lejeune, dans la façon dont il regardait ses patients, la façon dont il les accueillait. Et je suis toujours frappée du récit que m'en font les parents. Souvent, c'est les mamans qui me racontent, les papas sont à côté et disent oui, mais c'est les mamans qui racontent. Et je pense à 3-4 mamans en particulier qui m'ont dit exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, elles me disaient, quand on est arrivé avec mon mari, avec le bébé sur les bras, le bébé handicapé sur les bras. Voilà, on était écrasés, puis vous savez, arriver à Paris, dans un grand hôpital, voir ce grand professeur, on avait un peu peur, et puis on était effondrés par la naissance de cet enfant mongolien. Voilà, donc on arrive. Et puis on voit ce jeune professeur souriant qui nous accueille avec beaucoup de simplicité, une très grande simplicité, et puis qui prend l'enfant, il s'assoit, et puis il étale son tablier sur ses genoux, et puis il allonge l'enfant sur ses genoux, et puis il prend les mains de l'enfant qui regarde ses petits palmaires, et puis il regarde l'enfant, et puis il lui sourit. Et puis en regardant le visage de l'enfant, il dit à la maman, comment s'appelle votre petit garçon? Alors la maman dit, il s'appelle Mathieu, et il s'appelle Patrick. Et puis après, donc, il continue à regarder l'enfant, avec un sourire incroyable. Et là, les mamans me disent, au moment où il m'a demandé le nom de mon enfant, quelque chose a changé en moi. En fait, j'étais là avec un Mongolien sur le bras, et au moment où il m'a demandé le nom d'enfant, j'ai compris que c'était mon fils, Mathieu, qui a plus avait un handicap, mais c'était d'abord mon fils Mathieu. Quelque chose a changé en moi. À ce moment-là, j'ai aimé mon fils. Et là, j'ai plein de mères qui me disent exactement ça. C'est quand même extraordinaire, au moment où elles disent le nom. Alors forcément, quand on réfléchit dans le cadre de la cause de canonisation, on nous demande est-ce qu'il y avait que chaque vertu à un niveau héroïque. On en reparlera un peu à la fin. Mais on pense quand même à l'évangile. On se dit en fait, vous savez, enfin, pas comme l'évangile, la Bible. Dès le sein de ta mère, je te connaissais par ton nom, je t'ai appelé par ton nom. Aussi, vous savez, on a fait Marie-Madeleine quand elle est dans le jardin, elle croit que c'est le jardinier, et puis il l'appelle par son nom, Marie. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle reconnaît Jésus. Tellement de choses se passent par nous. Donc là, en fait, on a l'impression que l'enfant naît psychiquement, naît dans le psychisme, dans le cas de sa maman, au moment où elle donne son nom. Et puis, il y a une autre chose qui frappe beaucoup les mamans, c'est le regard de Jérôme. Il y a une maman qui m'a dit jamais je n'avais vu quelqu'un regarder mon enfant avec un tel regard, avec autant de bonté, autant d'humilité. C'était pas un grand savant
alors il me dit c'était d'égal à égal. Ou alors au contraire, il en regardait comme s'il avait un prince devant lui. Une autre m'a dit, il a regardé ma fille avec les yeux du Christ. Et une autre m'a dit, il a regardé mon fils comme si c'était le Christ sur la croix. Vous voyez, donc c'est des paroles très fortes. Donc il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là, très certainement. Et d'autant plus que les médecins qui parfois assistaient à cette consultation ils ne disaient rien d'extraordinaire. Jérôme Jeune ne disait rien d'extraordinaire. Il répondait aux questions des parents. Il disait ce que les parents pouvaient entendre à ce moment-là, ni embellir, ni noircir. Voilà, ce qui était juste, ce qui était bon, ce qui était juste, ce qui était vrai. Et les parents repartaient fortifiés. Et donc, ce n'était pas des paroles simples qui avaient commencé, ça venait d'ailleurs. Et aussi, en réfléchissant à ça pendant la cause de canalisation, je pensais évidemment à l'évangile où cette femme malade, d'hémorragie, se dit si jamais qui était soignée, enfin, qui a donné tout son argent à des médecins qui ne l'ont pas soignée, qui ne l'ont pas guérie, et elle se dit si j'arrive à toucher ne serait-ce que les franges du manteau de Jésus, je serai guérie. Alors elle s'approche en tremblant. Vous savez, Jésus est entouré par la foule. S'approche et elle touche les franges du manteau. Là, il y a une phrase extraordinaire. Jésus sent une force s'échapper de lui, il se retourne et dit qui m'a touché. Il sent une force s'échapper de lui. C'est étonnant comme phrase. Qui m'a touché. Alors là, ses disciples disent oui, tout le monde est là, la foule, tout le monde, quelqu'un m'a touché. Et là, la femme en tremblant dit oui, c'est moi. Et Jésus lui dit ta foi t'a sauvé, tu es guéri. Et je pense, alors voilà, toute comparaison au Boscagno, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour Jérôme Jeune. Les parents disent tous qu'il y avait un avant et un après notre consultation avec Jérôme Jeune. On repartait différent, on repartait plus fort. On n'avait plus un trisomique sur les bras, on avait notre enfant dans les bras. Voilà, on était une nouvelle famille. Donc il y avait une force qui se dégageait de Jérôme Jeune. Alors forcément, on s'interroge, on se dit mais d'où vient cette force qui venait de Jérôme Jeune? Alors très certainement, elle venait de sa prière. C'était un homme contemplatif. Il avait vraiment ce regard contemplatif déjà sur la création. Il aimait beaucoup contempler la création, admirer la création. Et de la création, il s'élevait bien sûr vers le Créateur. C'était une âme priante. Sa famille qui aimait bien le dimanche, il se promenait près de leur petit village de Château-Saint-Marc, près du temple. Il se promenait dans la campagne tout seul. Alors un jour, dans une lettre à sa femme, quand il était au Danemark, il m'écrivait, j'ai vu dans une de ses lettres, il disait je suis partie me promener avec mon cheval et mon chien. Je me disais, c'est pas bon, je ne savais pas qu'il y avait un cheval et un chien. Et alors j'ai demandé à Madame Jeune, j'ai dit, vous avez un cheval et un chien? Elle me dit, ah non, pas du tout, mais c'était sa canne. Il avait la tête d'un cheval et la tête d'un chien sur le pommeau de la canne. C'était bien le mot de Jérôme Jeune. Je suis partie me promener avec mon cheval et mon chien. Et donc il partait comme ça pendant 1 heure, 2 heures, se promener dans la campagne, admirer la campagne, réciter son chapelet, parce qu'il aimait beaucoup prier le Seigneur, beaucoup prier le chapelet. Et il aimait bien aussi sculpter des disonniers dans des morceaux de bois ou des morceaux d'os. Et il les donnait, quand on l'emmerdait, il en donnait, et il demandait à la personne à qui il le donnait de réciter un jeu de Salut Marie pour lui. Et il lui disait, n'hésitez pas à l'utiliser, ça ne s'usera pas. Voilà. Donc toutes ces personnes, évidemment, qu'on la change dans la disonnier jeune, le gardent précieusement. Et puis il lisait beaucoup la Bible, il aimait beaucoup lire l'évangile de Luc, bien sûr, médecin, forcément, donc il aimait beaucoup. Et puis, comme les Laéticiens, il aimait beaucoup évidemment étudier la Genèse, lire la Genèse. Il la lisait comme un généticien chrétien, on y reviendra après, avec un regard extraordinaire sur la création de l'homme, vous pensez si ça passionnait. Donc il méditait beaucoup la parole de Dieu. Voilà, donc Jérôme était plein de la parole de Dieu, c'était vraiment une âme de prière. Alors il ne passait pas des heures en prière chaque jour, mais je trouve ça intéressant aussi comme modèle pour les laïcs. On a difficilement passé 3 heures en prière tous les jours. Voilà, et c'est ça aussi dans la cause de canalisation de Jérôme Jeune qui est très intéressante, parce que c'est un laïc, scientifique, médecin, époux, père de famille. Ils ont 5 enfants avec Berthe. Qui habite à Paris, qui va au travail en vélo, donc il va à l'université, il va à la fac,
me suis dit, voilà, c'est à notre portée. Il n'est pas naissant, et petit à petit, sa sainteté va se déployer. Donc c'est à notre portée dans le monde d'aujourd'hui. Par exemple, une cause comme Padre Pio, j'aime beaucoup Padre Pio, mais j'ai un petit peu plus de mal à me projeter dans la santé de Padre Pio. Là, c'est quand même Marc Robin, Curé d'Ars, des causes magnifiques. Je me sens un peu plus éloignée pour moi, un peu plus mal. Jérôme le jeune me dit, ah ben en fait il suffit d'être fidèle. Et en fait c'est ça le secret de Jérôme, c'est qu'il a été fidèle. Fidèle à la foi qu'il a reçue au baptême, fidèle à son baptême, et fidèle à l'évangile qu'il a pris au sérieux. Fidèle à l'évangile qu'il a pris au sérieux. Et ça c'est vraiment le fil rouge de sa vie, et c'est ce fil qui va permettre à sa sainteté, à toutes ses vertus de se déployer, comme on va le voir maintenant. Donc vous avez compris que pour ces passions, Jérôme les aimait, tout simplement, et que cet amour était un amour inconditionnel. Inconditionnel. Et c'est là peut-être la différence entre le médecin Jérôme Lejeune et certains autres médecins plus tard. Parce qu'un amour inconditionnel, ça veut dire que ce n'est pas sous condition de bonne santé, d'âge, voilà, de nombre de chromosomes, etc. Je l'aime parce que c'est une passion, je l'aime parce que c'est un petit être humain, voilà. Sans condition. Voilà. Et du coup, quand on va lui demander parfois de trahir cet amour, eh bien, il va puiser dans cet amour inconditionnel, il va puiser le courage de résister et le courage de devenir ce grand savant et ce grand témoin de la vie que nous connaissons et que nous allons voir. Je voudrais juste dire un petit mot aussi là dans ce point, le médecin à l'amour inconditionnel, ce serviteur de la vie qu'est Jérôme Lejeune, sur l'espérance du médecin. Et je pense que son regard s'explique aussi, donc non seulement par cet amour, cette charité pour ses patients, mais aussi par l'espérance qu'il porte pour ses patients. Et c'est Benoît XVI qui a ces phrases magnifiques dans ce P. Saint-Louis, cette encyclique sur l'espérance, sur l'espérance propre au médecin. D'ailleurs, je me suis demandé, évidemment, je suis un petit peu déformée, mais je me suis demandé s'il ne pensait pas Jérôme Lejeune en écrivant ses livres, parce qu'il montre en fait que la tentation aujourd'hui du scientifique, c'est d'utiliser sa science en pensant qu'en fait le salut vient de la science, notamment évidemment sur le plan médical, et que donc quelque part le médecin devient un peu un démiurge qui possède la vie et la mort, enfin qui décide de la vie et de la mort. En tout cas, il fait tout pour que son patient guérisse, puis si le patient ne guérit pas, c'est vu comme un échec souvent. La maladie est comme un échec, surtout si on n'arrive pas à guérir. C'est un échec pour le médecin. D'où la tentation, parfois, la souffrance est vue comme un échec pour le médecin contemporain, qui ne croit pas en Dieu. D'où la tentation quand la personne meurt, la personne souffre, de dire on va supprimer cette souffrance en supprimant le patient. D'où la tentation de l'euthanasie, voire de l'avortement pour handicap. Or, comme dit Benoît XVI, si le médecin chrétien sait qu'il n'est pas propriétaire de la vie et la mort ne dépendent pas de lui, il est là au service de la santé, il va tout faire pour essayer de soigner, mais en fait c'est Dieu qui guérit. Et que la souffrance, même si la souffrance n'a pas de sens en soi, mais par la foi, par le Christ, elle prend son sens dans la croix et dans la rédemption. Et donc si on n'est pas habité par cette espérance d'un monde, voilà, l'espérance de la vie éternelle, du bonheur de la vie éternelle, si on n'est pas habité par cette espérance que Dieu nous donne les moyens aujourd'hui déjà de vivre cette vie éternelle et de vivre après, on ne comprend pas, on ne peut pas. La souffrance est forcément un scandale, et donc on va être tenté de la supprimer et de supprimer le patient. Et puis, dit Benoît XVI, pour pouvoir supporter la souffrance des patients, c'est dur quand vous avez des handicaps très lourds, quand vous devez annoncer à des parents que leur enfant est très lourdement handicapé et que vous faites ça 2 fois, 3 fois dans la journée. Pour les médecins, c'est très lourd maintenant, parce qu'aucun médecin ne fait ça avec notre cœur. Évidemment, ça chavire à chaque fois. Eh bien, Benoît XVI dit en fait, pour pouvoir supporter, annoncer et supporter la souffrance de l'autre, il faut être soi-même capable de porter sa propre souffrance. On ne peut pas la porter seul, on ne peut la porter qu'avec le Christ. Donc, du coup, il a cette réflexion très intéressante sur l'espérance du médecin. Et Jérôme Lejeune était évidemment habité par cette espérance, ce qui
regard d'espérance sur ses patients, qui était aussi ce qui donnait la force aux patients et aux parents. Voilà, donc ce médecin à l'amour inconditionnel, et puis je vous ai parlé déjà un petit peu de ce grand savant, après cette découverte qui s'est révélée vraiment au monde entier. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Jérôme Lejeune, c'était un génie au sens propre du terme. Vous savez pas comment c'est génial. Non. Là, c'était vraiment un génie. Les gens qui ont travaillé avec lui, ils disent qu'effectivement, ça aurait été un grand mathématicien, un grand physicien. Il s'intéressait à tout et il aurait excellé en tout. Et je vais dire, Dieu merci, il a raté l'externat et il a excellé dans ce domaine de la recherche sur le handicap mental et sur les maladies chromosomiques. Mais donc il était invité partout et leur société, c'est quand même impressionnant parce que ça fait au moins 4 pages et c'est de tous les titres qu'il a reçus. Donc il a reçu le prix Kennedy, où les Français recevront le grand prix Kennedy aux États-Unis en 1964, qui était remis au plus grand généticien du monde, remis des mains mêmes de John Kennedy. Il a reçu, il était nommé membre de toutes les académies dans le monde, les académies de sciences dans le monde, sauf en France. En France, c'était l'Académie de médecine, l'Académie de sciences morales et politiques. Et puis au Royaume-Uni, en Suède, évidemment aux États-Unis, en Espagne, en Italie, en Australie, partout. Son CV est absolument extraordinaire, impressionnant. Et il a été proposé 3 fois pour le prix Nobel, qu'il ne va pas recevoir, et on verra pourquoi ensuite. Donc c'est important parce que Jérôme Lejeune est vraiment la référence mondiale. Et dès qu'il y a un congrès génétique, il préside le congrès génétique. Et aux États-Unis notamment, d'ailleurs, il écrit à sa femme souvent en lui disant je suis étonné de voir qu'aux États-Unis, qu'en France, on a au moins 3 ans d'avance sur les Américains dans le domaine de la génétique. Ce qui est énorme. 3 ans d'avance dans le milieu scientifique, c'est énorme. Ça, c'est dans les années 60-70, puis ça a peut-être changé, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Ce qui fait du bien de se le rappeler, parce qu'on a toujours un petit complexe d'infériorité quand même dans le milieu scientifique par rapport aux Américains. Mais là, à l'époque, en tout cas, c'était pas le cas. Et donc voilà. Et du coup, Jérôme Lejeune aurait pu utiliser cette science extraordinaire pour se moquer de l'Église, pour se moquer de la révélation, comme il arrive si souvent. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des scientifiques ou si vous travaillez dans la communauté scientifique, mais moi je vois beaucoup d'étudiants en médecine et ils me disent, quand je dis à la fac que je suis catholique, la première chose qu'on me balance, c'est de dire ah, donc tu ne crois pas qu'on descend du singe, tu crois qu'on descend d'Adam et Ève. Premier truc qu'on balance. Et donc pour tout le monde, je dis on ne peut pas être et scientifique et catholique, parce que la catholique c'est l'histoire de vieilles bonnes femmes, pas intelligentes, qui croient, qui collent ce qu'on leur dit. Voilà. C'est ça dans la tête de beaucoup de gens. Et en fait, Jérôme Lejeune, évidemment, ne va pas utiliser sa science pour se moquer de l'Église, il va au contraire montrer que la foi et la science vont dans le même sens, dans la recherche de la vérité. Et il va le montrer avec éclat, avec beaucoup de talent. Et je vous disais tout à l'heure qu'il est beaucoup lié à la Genèse et l'apparition de l'homme sur Terre. Et il a montré, on peut même dire démontré, que Darwin s'est trompé sur beaucoup de choses. Bien sûr qu'il y a une forme d'évolution d'une espèce à l'autre, mais il n'y a pas, notamment pour l'apparition de l'homme, il n'y a pas d'hominisation progressive. Il n'y a pas un singe qui, jour après jour, est devenu un petit peu plus homme. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il dit d'ailleurs, la paléontologie, il montre, on n'a jamais trouvé les espèces intermédiaires. En fait, on sait que ce n'est pas comme ça. C'était une hypothèse qui était figée comme une espèce de dogme. Or, la réalité, la science nous montre que ce n'est pas comme ça. La vérité, dit-il, c'est qu'on ne sait pas comment l'homme est apparu. Alors, comme beaucoup de scientifiques veulent trouver des explications à tout, alors ils inventent, ils font des hypothèses et puis ils considèrent que ces hypothèses sont vraies. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et lui a apporté une hypothèse, on se que c'était une hypothèse qui ne demandait qu'à être déjouée. Et donc, c'est l'hypothèse adamique de la survenue d'Adam et Ève à partir du singe, mais avec un remaniement chromosomique qui fait qu'on passe aux 46 chromosomes humains. Et donc, il appelle ça un saut qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a eu le singe et tout d'un coup, il y a une nouvelle espèce qui est l'espèce humaine. Et il dit, ça, c'est tout à fait en plus compatible avec la Genèse, puisque à partir de cette matière singe, il y a quelque chose d'autre qui fait que l'esprit anime cette matière et c'est l'esprit humain. Voilà. Et en plus, il dit la Genèse, c'est extraordinaire. En
7 jours, nous explique la création, exactement comme aujourd'hui, dans l'ordre où la science nous montre aujourd'hui, voilà, les astres jusqu'à l'homme, exactement comme la science nous montre aujourd'hui. Donc voilà, il aimait travailler là-dessus, il a beaucoup écrit sur le sujet, donc il y a des conférences, c'est un thème que j'ai repris dans la biographie là, qui est sortie il y a 3 ans, parce que comme c'est un sujet qui revient beaucoup, notamment chez les jeunes, c'est un sujet à l'école, à la fac, on parle beaucoup, voilà, c'est important de pouvoir donner des démonstrations scientifiques de Jérôme Lejeune sur le sujet. Voilà, donc non seulement il a montré qu'il n'y avait pas d'opposition entre la foi et la science, et il le dit, il dit pourquoi? Il dit en fait, toutes les deux, la foi et la science, essaient de connaître la vérité. La science essaie de connaître le monde comme il existe, la création, et la foi, en fait, elle reçoit par la révélation, et elle fait travailler sa raison. La foi fait travailler la raison, bien sûr. Voilà, donc elle reçoit le vrai par la révélation, et la science, plus laborieusement, essaie de voir comment fonctionne le monde. Mais tous les deux vont forcément dans le même sens, puisque c'est pour comprendre la création sur Terre et remonter jusqu'à Dieu. Et alors il dit parfois, quand vous avez l'impression qu'il y aura une contradiction entre les conclusions de la science et la vérité révélée, eh bien il faut que les scientifiques gratouillent un petit peu plus, ça veut dire que la science n'a pas dit son dernier mot. Alors vous voyez que, il a fait des conférences extraordinaires justement à l'Académie des sciences morales et politiques. Et ensuite, dans ses courriers, j'ai vu une lettre d'un académicien qui lui disait on n'a jamais vu, de mémoire d'académicien, on n'a jamais entendu une conférence aussi brillante et intéressante que la vôtre. Et je vous cite cette lettre parce qu'en fait, pourtant j'ai lu les textes de Jérôme Lejeune, mais cette conférence était vraiment extraordinaire. Et je me disais, c'est incroyable parce qu'il a fait d'autres conférences sur le même sujet, biologie, conscience et foi, par exemple, génétique et esprit, notamment une grande conférence à Notre-Dame de Paris. Et à chaque fois, c'était très accessible. Et les gens qui ont entendu Jérôme Lejeune disaient, c'était incroyable, on comprenait tout. Quand il nous parlait, on avait l'impression qu'on devenait hyper intelligent. Je répète, un grand mathématicien ou un grand physicien. Et donc, il avait une capacité de mettre à la portée de tous des choses très compliquées. Et quand on voit cette conférence à l'Académie des sciences morales et politiques, alors là, on comprend le niveau, on comprend où il est et à quel niveau il se mettait pour nous parler d'habitude. Et là, j'ai vu non seulement son niveau intellectuel, mais son immense humilité. Parce que, voilà, il a fallu entendre cette conférence auprès des académiciens pour comprendre la différence de niveau qu'il utilisait et de mots pour nous parler. Et donc, cet amour de Jérôme Lejeune pour la vérité, en fait, c'est toujours montrer son amour de la vérité à travers ça. C'est-à-dire que Jérôme Lejeune, je vous ai dit, c'est un serviteur de la vie. Mais on ne peut pas comprendre la suite de sa vie si on ne mesure pas non plus à quel point c'était un amoureux de la vérité, un serviteur de la vérité. Et vous savez, la vérité, je pense, pour lui, était comme la vérité pour nos intelligences, comme l'air pour nos poumons. Nos poumons sont faits pour respirer, notre intelligence est faite pour connaître la vérité, pour chercher la vérité. Et Jérôme Lejeune en était complètement pétri, on était amoureux. Puis comme il était génial, forcément, je pense qu'il accédait à des vérités auxquelles je n'accède pas, certainement, en tout cas sur le plan intellectuel. Et ça lui donnait une clairvoyance, une vision des choses, et une finesse aussi de conscience incroyable, parce que vous voyez, ce cœur aimant, cette intelligence géniale, et puis cette foi profonde, formée de l'enfance, donc une conscience tout à fait claire. Et le cœur et la raison allaient dans le même sens. Donc cet amour de la vérité qui fait que, comme je vous disais tout à l'heure, son amour inconditionnel pour ses patients, son amour inconditionnel pour la vérité, font qu'il va toujours suivre la route qui pensait la bonne route, la juste route. Et quand on va essayer de la faire deviner, eh bien on va voir que personne ne va y arriver, parce que c'est ancré dans l'amour et la vérité. Cet amour de la vérité, certainement aussi, la façon qu'il a eu de montrer que la science et la foi allaient dans le même sens, explique certainement aussi pourquoi Jérôme Lejeune a eu tellement d'ennemis.
voir, bien sûr, il y a son engagement pour la vie, mais il y a aussi le fait qu'il n'ait pas utilisé sa science contre la foi, contre l'enseignement de l'Église. Et dans la communauté scientifique, c'est quand même souvent il y a beaucoup de personnes non seulement qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont même opposées à Dieu. Et du coup, le voyait comme une espèce d'électron libre, de personne un peu dangereuse, un peu bizarre. Donc ça ne lui a pas valu que des amitiés, et je pense que ça lui a aussi valu même de vraies inimitiés. Alors à partir de là, on va arriver au point, au basculement de sa vie. Parce que là, vous allez me dire, c'est très bien, mais qu'est-ce qui fait que c'est un grand saint? Pourquoi est-ce qu'on va parler de saint alors qu'on dit c'est un grand médecin, un grand chercheur? Vous avez raison, c'est pas tellement là où la sainteté se joue. Mais c'est maintenant, ça va jouer dans le basculement des années, à la fin des années 60, au début des années 70. Donc là, nous sommes en 69, et Jérôme Lejeune va recevoir le plus grand prix de génétique au monde, qui est le Allen Memorial Award. Donc c'est un grand prix qui va lui être mis à San Francisco, aux États-Unis, au mois d'octobre, et il est évidemment très fier, très content de le recevoir. Mais il a vu depuis quelques mois, il s'est rendu compte que dans les congrès génétiques où il allait, beaucoup de personnes, beaucoup de généticiens commençaient à dire c'est formidable grâce à notre découverte, le nombre de chromosomes, et puis grâce à la découverte d'un autre médecin qui est l'amniosynthèse, donc cette technique qui permet de prélever du liquide amniotique pendant la grossesse, et on va pouvoir prendre des cellules du fœtus et donc compter les cellules, compter les chromosomes et voir s'il est trisomique ou pas. Et bien grâce à ça, c'est formidable, on va pouvoir les sélectionner avant la naissance et puis les éliminer avant la naissance. Donc ça, quand Jérôme Lejeune entend ça la première fois, il se dit mais c'est pas possible. Et donc très simplement, dans ces congrès de génétique, dans les petits groupes de travail, il leur dit mais non, c'est le contraire de la médecine de faire ça. Nous sommes médecins, nous sommes généticiens, nous sommes là pour soigner les patients malades, les patients handicapés. On n'est certainement pas là pour les achever, pour les tuer. C'est le contraire de notre engagement de la médecine. Et alors il est très étonné, il écrit à sa femme en lui disant je suis très étonné, une fois que j'ai dit ça, à la fin, j'ai plusieurs confrères qui sont venus me voir en me disant heureusement que vous l'avez dit, moi je pensais comme vous, mais je n'osais pas le dire, et je suis bien d'accord avec vous. Puis il y en a un autre qui est venu et qui a dit oh là là, heureusement que vous l'avez dit, parce que du coup il y en a plusieurs qui hésitaient, mais comme vous l'avez dit, maintenant ils sont d'accord avec vous. Et alors ça, Jérôme ne comprend pas. Il dit ce qu'il écrit à Birk, il dit je ne comprends pas comment les gens n'osent pas dire ce qu'ils pensent. C'est sur des sujets aussi importants. En plus, c'est quand même pas compliqué de dire les choses comme elles sont, de rappeler le rôle de la médecine, le rôle du soin, voilà. Donc pour lui, oui, c'est amour de la vérité. Les choses doivent être dites gentiment, simplement, sobrement, mais elles doivent être dites, surtout quand il y a des vies humaines qui sont en jeu. Donc ça, déjà, très très vite, Jérôme, naturellement, prend la parole quand il veut dire. Et puis en 69, dans la seconde, donc cette remise de prix à San Francisco, il sait qu'il va voir les meilleurs généticiens du monde devant lui. Donc là, 200 généticiens, les meilleurs, un peu comme s'ils recevaient le prix Nobel, le grand discours. Alors je reste un discours un peu convenu, c'est le dit merci cher confrère, je suis très honoré, etc. Mais Jérôme en fait se dit là, je vais avoir les généticiens en fait, qui ont fait les 30 prochaines années de la génétique. En fait, c'est maintenant que ça va se jouer. Et donc, il arrive avec un discours pour essayer de les faire réfléchir. Et donc, le discours s'appelle, le titre c'est To kill or not to kill, tuer ou ne pas tuer. Et en fait, il déroule ce discours qui est absolument extraordinaire, qui est d'une logique implacable. Il n'y a pas un mot de foi. On n'est pas dans le domaine de la foi, de la religion, du rappel du dogme, de la morale. C'est pas du tout le registre de Jérôme Lejeune. Il ne parle que d'arguments médicaux et scientifiques. Et il leur dit, nous sommes médecins, nous avons prêté le serment d'Hippocrate, qui est un serment de soigner nos patients. Nous sommes généticiens, nous savons que dès la conception d'un embryon, c'est un être humain, un petit être humain. Et si on décide que notre médecine, notre science doit être mise au service de l'eugénisme, d'une espèce humaine qui sans personne malade, sans personne handicapée, alors à ce moment-là, il faut être logique, il
faut décider des critères, qui aura le droit de naître ou pas, qui va appliquer les critères, qui sera le juge d'application des peines, et comment on va appliquer, comment on va faire ces articles. Et puis surtout, enfin au final, il faut aussi qu'on change le nom de l'organisme qui nous reçoit ce soir, qui organise tout ce soir, le National Institute for Health, l'Institut national de la santé. Nous allons le changer et nous allons l'appeler de son vrai nom, le National Institute for Death, l'Institut national de la mort. Alors, en termes de mort, il y a eu un silence de mort. Les Américains n'étaient pas prêts à entendre ça. Il est retourné à sa place, les gens sont écartés, pas un applaudissement, rien. Et il y a un médecin qui était là ce jour-là, plusieurs médecins ont témoigné 30 ans, 40 ans après, et dont un qui, quand il a su que je m'occupais de la cause d'organisation, a tenu à m'appeler, il était venu à Rome pour faire son témoignage, et il m'a dit « Waouh, ce jour-là, il y a eu 2 tremblements de terre à San Francisco. Le matin, il y a eu un vrai tremblement de terre, tous les immeubles ont tremblé, et il y a eu le discours de Jérôme Lejeune. Donc ce gars, il me dit, moi j'étais tout jeune médecin, je n'avais jamais à des congrès, mais je voulais aller voir la star, Jérôme Lejeune, ce médecin français dont tout le monde parlait, je voulais aller le voir. Et quand il a fait ce discours à l'américain, il dit, oh my God, qu'est-ce qu'il dit Mais en fait, ce gars, quand même, il n'a jamais oublié, je reviendrai à la fin, il n'a jamais oublié ces mots de Jérôme Lejeune. Et Jérôme est rentré à Paris, et dans l'avion, il a écrit je savais bien qu'on ne pardonnerait pas cette incartade, qu'on ne pardonnerait pas de montrer bien que la médecine est au service des patients et que tuer les patients n'est pas la bonne solution. Et je savais qu'en faisant ça, je risquais de perdre le prix Nobel, mais entre-temps, le coup au prix Nobel et tant de coups aux enfants trisomiques, il n'y avait pas hésité. Donc il avait conscience, il savait très bien qu'il allait tout perdre, qu'il risquait de tout perdre. Et il va tout perdre, effectivement. Il a 43 ans. Il est au fait de sa gloire, Et il savait qu'il risquait de tout perdre. Et il n'a pas eu peur de tout perdre. Et là, on est en 69. Il rentre en France, et là, vous regardez les courbes de ses invitations dans les congrès du monde entier, à partir de 70, ça fait comme ça. Il n'est plus invité. Il est invité seulement par la Fondation Kennedy, parce que les Kennedy sont très sensibles à ces questions-là, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre l'eugénisme. Il n'est plus invité dans les congrès génétiques, y compris par tous ses amis, etc. On ne veut plus inviter le jeune. À partir des années 60, donc à 71-72, alors lui continue son travail, bien sûr, à Paris. Les gens continuent du monde entier à lui écrire pour avoir des amis, des conseils, etc. Mais il n'est plus invité officiellement, plus personne ne veut se mouiller officiellement avec Jérôme Lejeune, l'empêcheur de tout le monde. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Jérôme Lejeune a été... il a vraiment été le grain de sable dans quelque chose qui est en train de se mettre en place. L'eugénisme, ça ne date pas d'hier. L'eugénisme, ça ne date pas des années 75. L'eugénisme, ça date de la fin du 19e siècle. Toutes les théories, notamment par des Français, Claude Richet, Lapouge, qui écrit des choses épouvantables au 19e siècle. Donc, c'est déjà le planning familial, la création du planning familial, c'est fait pour sélectionner la race. Pas sur des critères raciaux, mais sur des critères de richesse, pauvreté, handicap, etc. Donc il n'y avait que les riches et bien contents qui avaient le droit d'avoir des enfants. Les autres ils mettre sous contraceptif pour qu'ils n'aient pas d'enfants. En attendant, écrit la fondatrice du planning familial, en attendant que la médecine nous donne les moyens de mieux empêcher les naissances de toutes ces personnes indésirables. Donc tout est là, mais l'eugénisme n'a pas encore les moyens de s'appliquer à l'empêcher. Or, avec la découverte, c'est l'ironie atroce du sort, la découverte de Jérôme Lejeune, qui trouve comment compter le nombre de chromosomes, et la découverte de l'amnosynthèse, qui a été faite par un autre grand médecin et grand chrétien néo-zélandais, Sir Ridley, les découvertes faites par 2 grands chrétiens pour soigner les patients, se retournent contre ces patients et vont être utilisés pour les sélectionner et pour appliquer l'eugénisme à grande échelle. Donc pour Jérôme Lejeune, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Et c'est pour ça qu'en 69, il décide de prendre la parole. Voilà. Il s'est dit, c'est peut-être la dernière chance pour essayer de faire prendre conscience à tous les médecins que j'ai là, tous les généticiens pour moi, de l'enjeu qui se prépare. Et je suis persuadée que Jérôme Lejeune
voyait avant nous tous ce qui allait se passer. Il voyait avant nous tous que si on lâchait là-dessus, tout ce qui arrivait après, si la digue sautait, ça allait être, voilà, on allait être complètement, ça allait être un raz-de-marée. Il voyait tout ça. Et donc là, il rentre, voilà, donc 70-71, voilà, il n'est plus invité. Et puis c'est l'époque où commence en France aussi les débats sur l'avortement. Et donc il est invité une première fois à la télévision. Alors c'est intéressant parce que Jérôme Lejeune, c'est pas du tout son truc. Beaucoup de gens ont une fausse idée de Jérôme Lejeune en disant oui, c'était un peu un Don Quichotte qui faisait. Pas du tout. Jérôme Lejeune, c'était un médecin, un chercheur, vous savez, un chercheur un peu, voilà, le savant quoi, qui est dans ses pensées, ses réflexions. Le matin, il est avec ses petits patients, le soir, l'après-midi, il est dans ses recherches, voilà. Il planait un peu, il aimait beaucoup bricoler, etc. C'était pas du tout. C'était un secondaire, un poète. Il n'avait pas du tout envie de faire tous les plateaux de télé, c'était pas quelque chose qui voulait sauver le monde, pas du tout. Par contre, il n'a jamais reculé quand on est venu lui demander son aide. Jamais. Et ça, c'est vraiment une façon aussi dont il a déployé sa sainteté, c'est qu'il s'est vraiment laissé modeler par la grâce et modeler par les rencontres de sa vie et par les appels de sa vie. Et ça, je trouve que c'est très beau. C'est très beau. Il a été. On lui a proposé de s'occuper des enfants mongoliens, il a pas reculé, il a dit oui. À chaque fois, c'est des oui successifs qu'il a donnés, qui ont fait, par fidélité à ceux qui croyaient, qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est. Et qui ont fait qu'il, jour après jour, il a grandi en sainteté. Et donc là, il y a ces débats en France qui arrivent et on lui demande de venir à un plateau télévisé. Et donc il y va. C'est entre le député médecin Perret qui propose la première proposition de loi pour sur l'avortement, évidemment qui cible d'abord les enfants trisomiques. Et donc à cette émission, Jérôme est sur plateau télévisé et c'est très impressionnant de le voir parce qu'il répond avec à la fois très calme, une force intérieure. On a l'impression d'avoir une lionne, vous savez, qui est là et qui est prête à défendre ses tirs. Et donc le député Perret dit oui, en fait ce sera une mesure prophylactique, l'avortement. Et Jérôme Lejeune dit non, la prophylaxie ce n'est absolument pas ça. La prophylaxie c'est d'empêcher la survenue d'une maladie. On n'empêche pas la survenue d'une maladie en tuant un bébé. Ça n'est pas la prophylaxie, ce n'est pas le rôle d'un médecin. Il dit ça avec une force vraiment très impressionnante. Et donc toute l'émission se passe, et le lendemain, quand il arrive à sa consultation, il y a un petit enfant trisomique qui arrive avec son papa et qui a une dizaine d'années et qui se jette dans ses bras et qui lui dit professeur, défends-nous, défends-moi. Alors Jérôme regarde le papa, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et le papa lui dit mais en fait il a regardé l'émission télévisée hier, il a bien compris que les enfants qu'on voulait éliminer c'était des enfants comme lui et donc il sait que c'est lui qui voulait défendre. Et ce jour-là, Madame Jean raconte que Jérôme est rentré déjeuner chez eux, il rentrait tous les jours déjeuner, parce que la fac n'était pas loin de la rue Galland, qui est près de Notre-Dame de Paris. Et Jérôme est rentré déjeuner, et ce jour-là, Madame Jean, il est arrivé blanc comme un linge, les larmes aux yeux, et il a dit à sa femme et ses enfants, il a dit, il va falloir que je prenne la parole publiquement pour les défendre, parce que si moi, qui suis leur avocat naturel, je ne le fais pas, personne ne le fera. Et c'est vraiment comme ça que Jérôme est rentré dans la bataille, parce que ça a été une bataille. Il a été très violemment attaqué. Il l'a fait, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, par fidélité à ses patients et par fidélité à la vérité. Il ne pouvait pas ne rien dire. Et là, on touche vraiment, on retrouve ce non possumus, vous savez, le non possumus des premiers martyrs romains. Nous ne pouvons pas. Allez vous prosterner devant l'empereur qui est Dieu. Nous ne pouvons pas. Bien sûr que physiquement, on pouvait le faire. Mais ils ne pouvaient pas parce qu'ils se seraient reniés eux-mêmes. En reniant Dieu, ils se reniaient eux-mêmes. Et chez Jérôme, c'est exactement ça. Il ne pouvait pas, sans se renier eux-mêmes, il aurait renié ce que son intelligence lui indiquait, ce que son cœur lui indiquait. Il ne pouvait pas. Bien sûr, il n'aurait jamais pratiqué l'avortement. Mais il ne pouvait pas non plus se taire. Il ne pouvait pas laisser le massacre des innocents se perpétuer sans parler, sans essayer de les défendre. Et c'est comme ça qu'en fait il a décidé de prendre la parole publiquement. Et donc à partir de là, il a été invité nombreuses fois dans des
Mais il était tellement bon, parce que son discours était très simple, je vous ai dit. C'était pas, oui, bon Dieu a dit que c'était pas bien, je suis catholique, donc je suis contre l'avortement. C'était évidemment jamais de ce registre-là. C'était toujours comme médecin. Je suis médecin, je suis généticien, j'ai prêté le serment d'Hippocrate comme tous les médecins de France. Le serment d'Hippocrate dit tu d'abord ne jamais nuire à ton patient et tu ne donneras pas de PCR abortif. On ne fera pas d'avortement. Nous avons prêté ce serment, nous ne pourrons pas le trahir. Si vous voulez faire des avortements, vous créez un nouveau métier qui seront des avorteurs. Mais ça n'est pas le travail d'un médecin. Donc c'était un parallèle. Il disait, puis qu'est-ce que c'est que cette médecine qui dit comment je ne peux pas sauver je ne peux pas supprimer la maladie, supprimons le malade. Mais c'est une médecine à la Molière, ça n'est pas sérieux. Et donc des phrases qui sont apparates, qui sont tellement simples, tellement vraies. Donc en face, il n'avait rien à répondre, il ne pouvait rien répondre, sauf l'agresser verbalement, être violent envers lui. Mais sur le plan de la raison, il ne pouvait rien répondre. Et une fois, Madame Lejeune nous racontait qu'elle était devant la caméra, mais elle était derrière le rideau, et à côté d'autres journalistes qui étaient là, qui écoutaient. Et les deux journalistes n'avaient pas du tout réalisé, c'était Madame Lejeune. Et donc, ils ont dit devant elle, ils se sont rendus compte, et on dit excusez-moi, surtout dans une église, pardon mon Dieu, c'est un mot historique, il dit le salaud, il est trop beau, on ne le réinvitera jamais. Et c'est comme ça que petit à petit, il a été plus invité dans les médias. Par contre, il était encore invité à faire des conférences, et donc il a fait des conférences, notamment à la Mutualité à Paris, à la Cato, qui se sont mal finies. On était obligé d'appeler la police, les pompiers, parce qu'on lui a envoyé de la viande à la figure, on lui a envoyé des tomates. Il y avait des gens dans l'assistance avec des pancartes, à mort le jeune et ses monstres. À l'hôpital, sur le mur de l'hôpital, c'est écrit à mort le jeune. Il faut voir quand même, la violence. Un jour, il prend sa voiture, tous les pneus de la voiture avaient été troués, avaient été percés. Donc voilà. Et quand ces enfants disaient, mais papa, tu n'as pas peur? Il disait, non, j'ai pas peur, c'est pas pour moi que je me bats, c'est pour ces enfants. Voilà. Donc il était au-dessus de ça ne l'atteignait pas. Il s'était tout concentré pour défendre ses enfants, pour sauver ses enfants. Alors évidemment, la répression n'a pas tardé à venir. Et à partir de 1978, le CNRS lui a coupé ses crédits de recherche, plus d'argent pour faire la recherche. Donc toute la recherche en France sur la trisomie 21 a été faite grâce aux conférences que Jérôme Jeune a été faire dans le monde sur le respect de la vie, et des dons privés du Guatemala, du Venezuela, des États-Unis, d'Australie, et quelques dons privés de personnes françaises, de familles françaises. À partir de 1978, et en 1981, on lui a supprimé son équipe, on a créé une équipe parallèle avec tous ses collaborateurs et tout son matériel. Donc il s'est retrouvé tout seul, assis sur une chaise en carton, sur une caisse en carton. Il faut voir quand même la violence au sommet de sa carrière, il n'a plus rien. Tout ça parce qu'il est resté fidèle au serment d'Hippocrate, fidèle à ce que son intelligence et ce que son cœur lui guidait, fidèle à ses passions, tout simplement. Là, vous allez me dire, bon, bah, très bien, et comme modèle, ça fait pas rêver, hein, pour les jeunes là, qui sont là, si c'est ça, d'être fidèle au bon Dieu, ça vaut pas le coup. Ah bah oui, mais non, parce que le bon Dieu a plus de ressources dans son sac, comme je vous l'ai déjà dit. Et en fait, quand des portes se ferment devant nous, ce sont des mauvaises portes se ferment devant nous. Il y en a d'autres qui s'ouvrent, évidemment. Le bon Dieu n'est pas une impasse, évidemment. C'est le mal qui est une impasse. Donc quand on suit le bon Dieu, on n'est jamais dans une impasse. Et donc là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et pour Jérôme Lejeune, les portes qui sont ouvertes ont été infiniment plus importantes. Parce qu'à partir de là, il a été invité dans le monde entier à venir témoigner de la beauté de la vie, de la grandeur de la vie humaine. Et là, pas seulement dans les congrès de scientifiques ou génétiques, mais dans le monde entier, dans les parlements. Donc il a été témoigné plusieurs fois au Parlement aux États-Unis, dans plusieurs États des États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans plein de pays d'Europe, en Amérique latine. Et puis dans des grands procès, on lui a demandé de venir témoigner sur l'humanité de l'embryon. Et notamment ce procès très connu, le procès de Marieville, dont vous avez peut-être entendu parler, certains d'entre vous, qui est l'histoire de ce couple. Donc là, on est en 89, si je ne me trompe pas, 87, 89. C'est un couple qui, en instance de divorce,
français, arrêtez pendant une semaine, il faut absolument que vous fassiez venir ce grand généticien français qui va venir, faites-le témoigner, vous allez voir, ça va changer vos procès. Alors le juge dit bon, d'accord, mais il est d'accord. Ah, mais il n'est pas encore au courant, mais je suis sûre qu'il va être d'accord. Alors le juge fait quand même un acte de foi parce qu'il a dit bon, d'accord, on interrompt le procès, on reprend la semaine prochaine. Et donc c'est comme ça que l'avocat a appelé Jérôme Jeune à Paris, en plein mois d'août. Et Jérôme Jeune a dit mais que dit la maman? Et le gars a dit en fait la mère dit que ce sont ses enfants et qu'il ne faut pas les détruire. Et qu'elle préférerait, si elle n'a pas le droit de les réimplanter, elle préférerait que ce soit au moins une autre maman qui puisse les prendre et les réimplanter. Et là, Jérôme a dit, mais ce procès a déjà été jugé, c'est le procès de Salomon, et je ne pensais pas que je le verrais dans ma vie, j'arrive. Donc Jérôme a traversé l'Atlantique et est arrivé, et c'était un procès extraordinaire, il y avait 200 journalistes, il a fait jurisprudence, et en fait, il a fait cette démonstration extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que l'embryon humain? Le développement, la continuité du développement embryonnaire, en montrant bien surtout qu'il n'y a pas de pré-embryon. Voilà. Dès la fusion des gamètes, on passe à un nouvel embryon. Voilà. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais en fait dans l'assistance, il y avait le médecin gynéco qui faisait des PMA dans un laboratoire où il travaillait. Alors il faisait des avortements, des PMA, et c'est lui qui avait fait cet embryon. Et ce gars-là, il était venu parce qu'il s'est dit moi je suis chrétien et je me rends bien compte que ce que je fais pendant la semaine, là, des avortements et des PMA, ça va pas. Mais en même temps, j'ai bien compris aussi que si je voulais garder mon job, il ne faut pas que je dise que j'étais chrétien. Quand je mets ma blouse blanche, je mets ma foi dans ma poche et puis je travaille sans poser de questions. Comme dit Jérôme Lejeune, entre parenthèses, quand on met son drapeau dans sa poche, ça devient un mouchoir. Et donc ce médecin s'est dit, je vais l'écouter Jérôme Jeune parce que je sais que c'est un grand chrétien, un grand savant, je voudrais savoir ce qu'il va dire. Et quand Jérôme a fait cette démonstration et qu'il a expliqué qu'il n'y avait pas de pré-embryon, en fait, c'est comme une espèce de rideau qui s'est déchiré dans l'intelligence de ce médecin qui l'écoutait. Il s'est dit, en fait, il a raison. Je sais bien qu'il a raison. Parce que d'abord, le mot pré-embryon, c'est nous qui l'avons inventé dans notre langue. Je sais bien qu'il a raison. Mais alors s'il a raison, mais moi il faut que je change, je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux plus bidouiller sur des êtres humains comme ça. Il est rentré chez lui et quelques jours plus tard, il est retourné au labo, il a donné sa blouse blanche, il a donné sa démission, il a dit j'arrête, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire le grand écart entre ce que je suis profondément et ce que je fais. Et à partir de là, il a créé un réseau de cliniques spécialisées pour les femmes enceintes en difficulté aux États-Unis. Et ça, c'est un exemple, et j'en ai plein comme ça, un exemple de personne, de scientifique, qui a été converti par la Bible avec un simple discours de raison. Oui, c'est un discours d'intelligence. Comme l'intelligence est tournée vers la vérité, c'est d'ailleurs la définition de la foi, chez saint Thomas. La foi, c'est vraiment notre intelligence qui adhère à la vérité. Et donc, il a ce discours de raison, ce discours de l'intelligence aimantée par la vérité, en fait, indique la vérité, oriente vers la vérité. Et du coup, les gens qui sont sincères, qui veulent vraiment trouver la vérité, ils la voient qu'avec ce discours de raison. Et donc, cet homme qui s'est converti a reçu d'ailleurs le prix, on sait que le prix du grand serviteur de la vie à Budapest il y a 7 ans, parce que sa vie est radicalement changée. Alors, je vais bientôt conclure parce que le temps avance. Mais donc vous voyez, en fait, que cette sainteté du jeune, elle s'est déroulée comme ça. C'est-à-dire qu'un amoureux de ses passions, amour serviteur de la vie, amour inconditionnel, serviteur de la vérité, amour inconditionnel de la vérité, qui lui a donné cette unité intérieure. Et cette unité intérieure, cette harmonie intérieure entre le cœur et la raison, lui a donné cette liberté incroyable. Il avait peur de rien. On lui a tout enlevé, on lui a tout pris, il n'avait peur de rien. Il a reçu infiniment plus, je ne peux plus tout vous raconter, mais cette grande amitié avec Jean-Paul II, Jean-Paul II qui est venu sur Saint Thomas après, il a fait partie de l'Académie pontificale des sciences, l'Académie pontificale pour la vie, le pape Jean-Paul II a demandé de créer l'Académie pontificale pour la vie. Ils déjeunaient ensemble le jour
forte avec Jean-Paul II, ce même amour en fait, de la vie, de la création. Voilà, et donc tout ça s'est déroulé, et quand je lis les textes de Jérôme Lejeune, en fait c'est un peu la lecture d'aujourd'hui, en fait ce trésor, cette perle, Jérôme Lejeune a trouvé le trésor, avait trouvé la perle, il était prêt à tout perdre, mais pas la perle, le trésor qu'il avait trouvé. Et en fait, quand on lit les textes de Jérôme Lejeune, moi j'ai toujours une joie. C'était l'homélie tout à l'heure, et alors, bien sûr, grande joie à lire les paroles de l'Évangile, mais aussi moi j'ai une joie très profonde à lire les textes de Jérôme Lejeune. Et parfois je me surprends à avoir les larmes aux yeux. Oh, je me dis, t'es ridicule, ça fait 20 ans que tu lis les textes de Jérôme Lejeune, je les connais pas. Il y a quand même cette joie qui vient, une joie très profonde. Et en fait, il y a très peu de personnes enfin, il y a très peu de textes qui donnent cette joie. Et d'où elle vient, c'est parce que, vous savez, il y a des gens très intellectuels, très intelligents. Alors, c'est un vrai plaisir intellectuel de lire, mais on sent que le cœur, c'est un peu séco. Et puis, il y en a d'autres, ils aiment beaucoup, mais alors, parfois un peu dans le pathos, mais intellectuellement, c'est un peu faiblard. Et là, lui, ça vous dilate le cœur et l'intelligence. Donc, le lire, ça dilate le cœur et l'intelligence. Suivre son exemple, suivre sa vie, ça dilate le cœur et l'intelligence. Et suivre comme lui toutes les vertus, et je finirai là-dessus, c'est vraiment l'école de la santé, c'est Jérôme Lejeune. On voit en suivant Jérôme que de vivre les vertus, donc la foi, l'espérance, la charité, les 3 vertus théologales, les 4 vertus cardinales, force, prudence, justice et tempérance, en vivant toutes ces vertus, eh bien on devient saint, et en devenant saint, on devient heureux. Jérôme est un homme profondément heureux, bien qu'il ait vécu beaucoup de difficultés, comme vous l'avez vu. Il était heureux parce qu'il était saint. Et il a donné le meilleur de lui-même parce qu'il était dans cette dynamique de la charité. Il se trouvait très faible quand il était jeune homme, lui-même écrit dans son âme, je suis très faible, inconstant, etc. Ce qui fait mourir de rire toutes les personnes qui l'ont connu à l'âge adulte, parce que c'était le roc. Voilà. Il est devenu fort par sainteté. Voilà, donc la sainteté nous permet vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc je nous souhaite, je vous souhaite, de porter sur le monde vraiment ce même regard d'amour pour la vérité, pour toutes les personnes qui nous entourent, et puis de réussir à vivre en cette unité intérieure, de grandir dans la sainteté et grandir dans le bonheur, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. La joie du martyr, en fait, le martyr blanc, pas de sang mais blanc, du quotidien de persécution. Et c'est la joie du martyr, en fait, ce témoignage de la vérité, le témoignage de la vie et de l'amour. Alors on a un petit temps pour quelques questions-réponses, 10 minutes, pas plus, parce que on fait 1 minute, un quart d'heure. Est-ce que certains, après ce bel exposé sur la vie de Jérôme Lejeune, voudraient poser quelques questions? Bonsoir, je m'appelle Pierre-Marie de Sud-Céron. Je l'ai entendu à l'université de Fribourg en Suisse dans les années 70, où il nous a développé justement cette thèse qu'il appelait adamique à l'époque. Et j'aimerais savoir si ça a été bien écrit, toutes ces conférences, et si on peut les trouver. Alors sur ce sujet-là, de manière générale. Ce sujet-là, non, surtout ce sujet-là, parce que j'aimerais le retrouver. Oui. J'ai gardé des choses, mais je pense que je relirai totalement autrement et en communion avec lui, ce qu'à l'époque j'étais trop jeune, comme philosophe et théologien, avec trop d'orgueil pour pouvoir bien le saisir. Oui, alors il y a eu un article dans la Nef, une interview de lui paru dans la Nef dans les années 80, je pense, sur ce sujet. Donc nous avons encore, je dois avoir une conférence de lui, encore sur le sujet, un article de lui. Et puis, alors justement, ce que je disais en fait dans la biographie, j'ai remis tout ce texte et dans la biographie sous forme d'interview avec son frère. Mais l'interview est juste une mise en forme, parce qu'en fait, toutes les réponses de Jérôme Lejeune sont vraiment des citations exactes. Là, vous retrouvez tout ce texte-là. Parce que je ne me serais pas permis de changer moindre mot, parce que c'est des sujets que je ne maîtrise pas. Voilà.
recherche, est-ce que maintenant, de plus en plus, on tend vers une recherche où on utilise quand même des principes relativement antibioétiques sur la recherche de l'embryon, etc. Et comment on peut arriver à... Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la parallèle entre la recherche de la vérité et vivre complètement sa foi. Et comment, de nos jours, on arrive à vivre notre foi tout en faisant des recherches sur l'embryon ou sur d'autres cellules, en fait. Enfin, sur toutes les recherches qui sont tournées vers des principes qui ne correspondent pas à notre foi. À la Fondation de Jeunes, on poursuit l'œuvre de Jérôme Lejeune. Après la mort de Jérôme Lejeune, tout s'est arrêté, on recherche, etc. Et la Fondation Cyriaque, on poursuit la consultation, c'est la plus grosse consultation au monde, on a 11 000 patients, la recherche et la défense de la vie. Et la recherche qu'on fait, et qu'on finance, on fait partie de la recherche qu'on en finance, il y a évidemment un label éthique. On ne touche pas à l'embryon humain. Donc bien sûr. Donc la recherche est bonne, mais pas par tous les moyens. Donc on ne peut pas attenter à la vie humaine dans le cadre de la recherche. C'est un label que l'on tient absolument. Donc on fait très attention à ça. Et en fait, je suis persuadée, comme disait Jérôme Lejeune, que des recherches amorales, des recherches contre la nature, des recherches qui détruisent des êtres humains, sont forcément des impasses. Ça, c'est une question de foi, c'est pas scientifiquement démontrable, mais le Seigneur ne peut pas nous demander d'utiliser des mauvais moyens pour arriver à une bonne recherche, une bonne fin. Donc, et d'ailleurs, on le voit sur le thème des cellules souches. La recherche sur les cellules souches embryonnaires, dont on nous parle, dont on nous bassine depuis 20 ans, en fait, ne donne aucun résultat thérapeutique. En revanche, la recherche sur les cellules souches adultes, les cellules souches de sang de cordon, par exemple, donne des résultats beaucoup plus positifs. Les cellules IPS, qui ont été une révolution et qui ont donné le prix Nobel à ce découvreur, les cellules IPS ont été découvertes parce que justement, Yamanaka, qui les a découvertes, ne voulait pas travailler sur l'embryon. Donc il a cherché autre chose et il a trouvé les IPS. Donc il y a tout à fait moyen, heureusement, de faire des recherches bonnes, respectueuses de la vie humaine et respectueuses de sa conscience. C'est heureusement et c'est nécessaire. Bon sens, la foi ne justifie pas les moyens. Moi j'ai une question par rapport à Jean-Paul II et Jérôme Lejeune, puisque Jean-Paul II a été venu en France sur sa tombe pour prier, ce qui était à l'époque polémique. J'avais 16 ans, je me souviens, en 96. L'année aussi elle était en Vendée, à Saint-Laurent. Ils ont déjeuné ensemble le jour de l'attentat, du 13 mai 81. L'attentat était à 17h15. Ils ont déjeuné ensemble, ils ont été d'accord ensemble à ce moment-là pour créer presque l'institut de Jean-Paul II sur la famille et sur la vie. Oui, ça arrive après la vie. Non, mais oui, mais C'est du Jean-Paul II. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si Jérôme était dans le. Alors, en tout cas, ma question c'était comment, dans le conseil d'organisation, Jean-Paul II, qui est un saint aujourd'hui, comment ses écrits sur Jérôme Lejeune, ou sa relation avec Jérôme Lejeune, ou sa prière sur la tombe de Jérôme Lejeune, joue à une influence pour faire avancer cette canalisation de Jérôme Lejeune. C'est une question compliquée parce que peut-être juste en 2 mots comment on fait le procès. Parce qu'il y a l'enquête dans le diocèse où est mort la personne, en l'occurrence à Paris. Donc on réunit toutes les preuves, les témoins, les auditions des témoins, tous les documents qu'il a écrits, toutes ses lettres, etc. Je vous ai pas dit tout à l'heure, plusieurs fois, je vous ai dit qu'il écrivait à sa femme. Vous savez qu'à chaque fois qu'ils n'étaient pas ensemble, donc Jérôme, dans ses voyages où Madame Lejeune au Danemark était, il s'écrivait chaque jour. Donc on a une valise avec 2000 lettres. Donc quand la cause a commencé, Madame Lejeune a dit « Tenez, Haute-Frère, c'est la valise avec toutes mes lettres avec Jérôme. » J'ai dit « Madame, je ne vais pas dire. Si, il faut que vous disiez tout. Depuis les lettres de fiançailles jusqu'à la mort de Jérôme. C'est quand même très émouvant. » Donc voilà, on réunit tout ça et ensuite tous les témoins, ensuite tout. Alors, quand je dis tout ça, il y avait 15 000 pages. Enfin, sur 100 000, on a sélectionné 15 000. Après tout ça part à Rome. Et à Rome, on étudie tout ça parce qu'on doit dire, on doit prouver qu'il a vécu chaque
chaque vertu chrétienne, donc celle que je vous ai dit tout à l'heure, plus les vertus mineures, humilité, pauvreté, chasteté, obéissance, donc les 11 vertus qu'il les a vécues à un niveau héroïque. Donc on écrit un gros livre qui s'appelle La Position, un gros livre rouge, qu'on remet à la congrégation des causes des saints. Et là, le travail du postulateur s'arrête momentanément, il reprendra plus tard, mais là c'est les théologiens qui vont étudier cette position et qui vont l'étudier et voter, dire oui ou non il a vécu les vertus à niveau héroïque. Si le vote est positif, ça passe après chez les cardinaux et les évêques. Si le vote est positif là aussi, le préfet de la congrégation va voir le pape et dit très Saint-Père, tous les votes sont positifs, nous sommes prêts à le déclarer vénérable. Est-ce que vous n'y voyez pas d'inconvénient? Et donc, si le pape ne met pas de veto, la personne est déclarée vénérable, donc ce qui est arrivé en janvier 2021. Pourquoi je raconte tout ça pour répondre? C'est que du coup, moi, je ne suis pas beaucoup au vote. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure le fait que Jean-Paul II ait à sa façon appuyé la cause est joué ou pas. Bon, je suis persuadée que oui, parce que effectivement, en plus, le jour de la mort de Jérôme Lejeune, Jean-Paul II a écrit une lettre magnifique au cardinal Lustiger, donc l'archevêque de Paris, disant voilà, c'est que Jérôme Lejeune est mort le matin de Pâques, le matin de la résurrection, et le petit matin de Pâques. Et donc Jean-Paul II écrit on ne peut pas ne pas voir un signe dans la mort de ce grand serviteur de la vie, le jour de la résurrection de la vie, etc. La lettre est absolument magnifique. Et c'est vrai que, et dit d'ailleurs, c'est un exemple pour les chrétiens de France, un grand exemple, signe de contradiction, qui a tout son immense talent, son mention, son service. Donc, voilà, on sent qu'il voulait montrer un exemple. Et puis on a un témoignage aussi de quelqu'un qui disait, Jean-Paul II disait que voilà, c'était un saint. Merci. Une autre question, Père Fradet. Autre postulateur. Une autre cause de saint. Pour quelqu'un qui est breton et non pas vendéen, mais je suis vice-postulateur pour une cause qui est étudiée actuellement en enquête diocésaine à Luçon. Un miracle attribué au Père Brottier. Michel Leboeuf, qui est président de l'Union des anciens combattants de la Vendée. Mais ce n'est pas l'objet de ma question. Et en vous écoutant, vous avez évoqué les interventions du docteur Lejeune au moment où on commençait à parler avortement, alors sélection des embryons, etc. Ma question est la suivante. Nous connaissons la loi Veil, qui a autorisé l'avortement dans des conditions très précises de désespoir, de difficulté, et nous connaissons l'utilisation qu'on fait aujourd'hui de cette loi. Est-ce que le docteur Lejeune a exprimé sa pensée, a eu l'occasion d'exprimer sa pensée par rapport à ce projet de loi ou par rapport à cette loi Simone Veil? Bien sûr, très clairement, ici opposé absolument, totalement. Et c'était tout l'enjeu justement de ces émissions, notamment à l'époque. Et il y a même eu une intervention en 72, 73, très importante, dont on a peu parlé finalement, mais que moi-même j'ai réalisé il y a très peu de temps son importance dans la culture jeune. Je crois que c'est en 72, il y a un article dans Le Monde où on voit que le président de l'Ordre des médecins, il y a une interview, et visiblement le président de l'Ordre des médecins aurait donné son accord pour un projet de loi autorisant l'avortement, notamment l'avortement trisomique, ce qui est le cas de Lejeune. Et Jérôme Lejeune, en fait, prend immédiatement rendez-vous avec le président de l'Ordre des médecins et va le voir. En fait, on sait ça encore parce qu'il écrit ça à sa femme qui n'était pas là, donc on a tous les détails grâce à la lettre. Et en fait, dans sa lettre, il dit au président de l'Ordre des médecins, je demande un rendez-vous avec vous parce que je ne peux pas imaginer, je ne peux pas croire que le président de l'Ordre des médecins accepte l'avortement, que ce soit une réalité possible, et je ne peux pas croire que le journal Le Monde invente totalement n'importe quoi non plus. Donc, je vous demande un rendez-vous d'urgence. Et si vous confirmiez que vous donniez l'accord de l'Ordre des médecins pour l'avortement, alors je vous donnerai ma démission. En fait, là aussi, je me dis, c'est incroyable, le courage, etc.
donné sa démission. Il ne pouvait plus exercer. Il n'aurait plus pu exercer. Donc il a été rencontré, c'était le docteur Lorta Jacob, et en fait il est revenu de cette rencontre et il a écrit à sa femme en disant cet homme que j'ai déjà rencontré, que j'aime beaucoup, est délicieux, et en fait en 10 minutes on est tombé d'accord et il s'est rendu compte qu'en fait il s'était fait balader et que c'était pas exactement sa pensée et qu'il a dit fermement qu'en fait il est contre. Donc pour montrer qu'il était prêt à donner sa démission, plutôt de dire que c'était le travail d'un médecin de faire un avortement. Et en fait, Jérôme Lejeune n'avait aucune illusion sur la loi Veil, et la loi Veil était la façon de rendre possible l'avortement en France. Et toutes ces lois commencent avec soi-disant un encadrement strict, dont on sait très bien que l'encadrement va dériver et va arriver à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pareil pour les lois de bioéthique. On dit non, on ne fera pas de recherche sur l'embryon, sauf dans un cas très précis, mais jamais plus. Puis 5 ans plus tard, c'est dans d'autres cas. On sait très bien, on ouvre la porte, on met le pied dans la porte et après on pousse la porte. Donc je ne crois pas un instant, et je ne crois pas un instant, que la loi Veil était faite pour des cas tout à fait isolés et extrêmes. C'était fait pour autoriser l'avortement. Et j'en suis d'autant plus persuadée que la personne qui travaillait au cabinet de Simone Veil à l'époque et qui a écrit cette loi et qui était la cheville ouvrière de cette loi, c'était Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, qui a écrit ce livre La vie avant toute chose en 1977, où il explique toute la stratégie de la franc-maçonnerie, de sa loge, depuis les années 50, pour faire passer l'avortement en France. Donc depuis 1950, ils ont tout mis en œuvre, ils ont commencé par la contraception, en expliquant que les femmes, les Français n'étaient pas prêts pour l'avortement, donc il fallait préparer les esprits, donc il fallait commencer par la contraception, ce qui fait que petit à petit, par la contraception, les couples prendraient l'habitude d'avoir un enfant quand ils veulent. Et donc le jour où un enfant arriverait pas prévu, ils étaient mûrs du coup pour accepter l'avortement. Donc c'est toute une stratégie mise en place que nous, catholiques, on n'a pas du tout vu venir. Mais des petits indices, ce serait de se dire tiens, c'est amusant, ça arrive dans tous les pays du monde en même temps. C'est étonnant. Voilà. Donc c'est une stratégie mondiale qui est mise en place. Et Jérôme Lejeune n'avait aucune illusion sur le fait. Donc il était tout à fait opposé à la loi Veil. Ils ont même bien sûr créé la grande pas pétition, mais enfin ils ont fait signer tous les médecins de France, des milliers de médecins, l'immense majorité des médecins de France se sont opposés à l'avortement. La grande déclaration des médecins de France, puis après il y a la déclaration des juristes de France, puis la déclaration des maires de France. Donc, tas de gens ont été opposés, mais c'est passé en force, parce que derrière il y a un énorme lobby médiatique, politique, idéologique. J'ai une petite question aussi. Pour une béatification et une utilisation, il faut des miracles. Oui. Et pour Jérôme Lejeune, actuellement, quel miracle tienne la corde pour une éventuelle béatification? Centrée au secret. Non. Alors pour l'instant, j'ai pas de miracle que je puisse présenter. J'ai beaucoup de grâce. On me demande beaucoup d'images de prière, beaucoup de reliques, mais du monde entier, du Brésil, Colombie, Venezuela, d'Europe, d'Afrique. Enfin, c'est très émouvant. Je m'écris de partout, demandant des reliques et de prières. Beaucoup de grâce. On voit aussi beaucoup de guérison, des choses quand même assez exceptionnelles. J'ai 2 cas très exceptionnels, dont un aux États-Unis, un gars de 40 ans qui est mort. Il est mort. Il était au café avec des amis à Washington et ils font bar, il était au café. Et il s'est écroulé et on l'a emmené à l'hôpital. Il est rentré en état de mort cérébrale. Et du coup, le médecin fait dans la famille, il dit écoutez, il est mort, je vais débrancher. Et la famille a dit, de l'hôpital de Washington, et la famille sud-américaine a dit non, attendez encore, on espère un miracle. Ils sont repartis chez eux. Et dans la nuit, un jeune médecin qui n'était pas le médecin responsable de ce patient, le chef de service, un jeune médecin de garde pendant la nuit rentre dans la chambre de ce patient. Et quand il voit cet homme, il dit ça c'est un miracle pour Jérôme Lejeune. Il prie Jérôme Lejeune et il en parle à l'infirmière qui était là. Il dit je vais prier un médecin français. Et
2 jours après, le gars s'est réveillé, il est sorti de son état de mort cérébral, et il sans aucune séquelle, il est rentré chez lui, il a repris son travail. Alors là, moi je dis, bon, miracle, là, c'est un miracle. Ça, c'est un bon gros miracle. Eh bien oui, mais le problème, c'est qu'il est tellement guéri qu'on n'a plus de nouvelles. Et qu'il y a le secret médical. Donc moi, je n'ai pas le droit d'avoir son téléphone. Ça ne peut passer que par l'hôpital. Il retourne plus à l'hôpital, parce qu'il y a quelques ans. Et comme il ne parle pas américain, il faut que je trouve quelqu'un à l'hôpital qui parle espagnol, qui lui met à la télé. Ce qui a été fait, et lui ne rappelle jamais. Donc, alors, je trouve ça un peu étrange même qu'il ne rappelle pas. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, mais peut-être qu'il est peut-être en situation irrégulière, et il ne parle pas anglais, il a peut-être pas envie de faire le bail. Donc, vous voyez, donc, en fait, il faut tout. Hein. Et puis, la famille, après, il y a un autre saint que Jérôme le Jeune. Donc, parce qu'il faut avoir pris Jérôme le Jeune, et seulement Jérôme le Jeune. La Sainte Vierge, mon Dieu, mais si on n'est pas d'autres saints, parce que sinon, on ne sait pas si c'est Jérôme le Jeune, Padre Pio, Mère Teresa qui a fait le miracle. En Vendée, on a presque un miracle de Chiaralucci. C'est vrai? Oui. Ah. Alors, je vais vous faire prier Jérôme le Jeune. C'est-à-dire qu'on a presque un saint qui n'a pas encore de miracle, c'est maintenant qu'il faut le prier. Voilà. Du coup, c'est le moment, parce que là, la grâce a il y a tellement de choses à raconter avec son voyage à Moscou, près de Brejnev, il y a plein de trucs. Tellement de choses, alors du coup, on va s'arrêter là, parce que tu l'entends, que l'heure passe. Il y a des livres que tu as écrits, Aude, sur la vie de Jérôme le Jeune et puis sur les vertus qui sont à vendre à la sortie si vous le souhaitez. Aude se rendra disponible pour les dédicacer, si vous le souhaitez également. En tout cas, je te remercie du fond du cœur de t'applaudir bien fort pour ta présence ce soir. Et puis la qualité de l'intervention, j'ai appris plein de choses. Et très touchant, et peut-être une des choses, c'est que quand on est externe, on tape sur la porte, eh bien, le Seigneur ouvre notre porte pour sa plus grande gloire. Il s'agit d'être fidèle. Voilà, il s'agit d'être fidèle. Et je vous propose de terminer en me levant et en priant simplement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va bien sûr confier à la Vierge Marie, notre Mère du ciel, et confier tous les parents qui attendent un enfant, les parents qui attendent notamment un enfant trisomique, tous les parents ou les mères qui voudraient avorter. Et la Vierge Marie pour eux, pour elle, pour ses enfants, pour que la vie soit plus forte. Que la prière du vénérable Jérôme le Jeune puisse toucher leur cœur. Nous confions la prière de Notre-Dame. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Notre-Dame de l'Assomption, Saint Jean-Paul II, Vénérable Jérôme le Jeune, le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne nuit à tous. Je rappelle que la semaine prochaine, le 3 août, nous accueillons Damien Sanchez, qui est un ami qui habite à Nantes et qui a écrit un petit livre sur les apparitions mariales et le sens de ces apparitions mariales pour aujourd'hui. Qu'est-ce que la Vierge Marie veut nous dire pour aujourd'hui? Donc, un beau thème, il a fait plusieurs conférences qui ont eu du succès. Donc, n'hésitez pas, mercredi prochain, 3 août, à 20h30, en cette cathédrale, pour la conférence sur les apparitions mariales. Merci à vous, très bonne soirée, à bientôt.